Bonjour, bonsoir à toutes et à tous, c'est Kevin pour les Ludovores, et je pense que ça y est, bon bah c'est acté, hein, nous sommes en novembre, c'est la rentrée des classes, et ça se manifeste, hein, en l'occurrence, en ce premier menu du mois, en ce premier menu automnal, on va dire, puisque c'est le retour des menus crowdfunding avec 20-25 projets. Donc bien évidemment, ça veut dire que ça se conjugue également avec un retour des desserts un peu plus condensés. On va essayer de gagner un tout petit peu de temps sur les projets les moins intéressants. Donc pas les desserts en réalité, les entrées, excusez-moi. Les entrées un petit peu plus condensées qu'à l'habitude. Hein, j'avais l'habitude de prendre peut-être un petit peu plus de temps que nécessaire sur les entrées pendant les périodes un peu moins fast, parce qu'on a le temps. Là du coup, on retourne dans une période beaucoup plus chargée et du coup il va falloir être un petit peu plus concis sur certains pans des menus pour éviter de retourner sur des vieilles habitudes un petit peu néfastes, de faire des menus de 2 heures, 2 heures et demie. Bon, ça fait fort longtemps qu'on n'a pas fait de menus aussi longs que ça. Mais là, c'est vraiment la période qui s'y prête malheureusement le mieux. Hein, on arrive septembre, octobre, novembre, sur des grosses périodes bien chargées avec beaucoup de projets intéressants. Du coup, en cette première semaine de septembre, eh bien, vous allez voir, il y a quand même beaucoup de projets. Bon, il y aura quand même qu'un seul dessert, mine de rien, mais on sent que, ne serait-ce que numériquement, beaucoup de projets arrivent en même temps. Du coup, sans plus tarder, en essayant de gagner un tout petit peu de temps, on se lance tout de suite, entrée, plat, dessert, par ordre croissant, donc d'intérêt objectivo-subjectif comme à l'accoutumée. C'est parti! Premier projet de la semaine, il s'agit de Catacombs of the Blessed Dead, qui est en fait du matos, du lourd matos, pour Trench Crusade. Trench Crusade, donc projet porté par Eons of Battle, c'est un projet qui avait fait beaucoup parler de lui lors de son lancement sur Kickstarter. Là, ils sont sur GameFound. Alors, vous me direz, ça paye pas de mine, on a 350 backers, c'est pas énorme, parce que c'est que du matos de deluxification à outrance pour un jeu, en l'occurrence Trench Crusade. Et Trench Crusade, je sais pas si le Pledge Manager était sur GameFound ou si c'était uniquement sur Kickstarter à l'époque. Non, c'était pas sur Kickstarter, mais on peut facilement aller le retrouver si vous le souhaitez sur Kickstarter. La campagne avait fait vraiment beaucoup de backers, je dirais plus de 10 000. J'ai oublié le chiffre exact, mais pour un projet de ce genre-là, c'était tout bonnement énorme. Alors quand je dis de ce genre-là, qu'est-ce que ça veut dire? C'est pas un jeu de société à proprement parler. On est sur des jeux d'escarmouches à figurines, vraiment surpris dans tous les sens, avec un univers, un lore extrêmement développé qui mêle un petit peu mysticisme, Première Guerre mondiale si mes souvenirs sont bons, mais avec un côté Moyen-Orient, lutte de religion, etc. Bref, un lore vraiment très développé, avec des super miniatures. Ça avait vraiment beaucoup fait parler à l'époque, y compris sur le menu crowdfunding, alors que pourtant c'est pas du tout ma spécialité que ce genre de jeu là. Et donc cette fois-ci ils sont sur GameFound pour ajouter du matos de deluxification. On va avoir des starter sets pour jouer à 2 joueurs bien évidemment, mais on aura aussi donc plein d'ajouts, notamment en termes de décor. Donc il y en aura un petit peu pour tout le monde. Vraiment, préparez-vous à sortir la carte bleue si vous êtes fan de ce genre, si vous êtes fan du projet parce que vous avez déjà backé le projet d'origine sur Kickstarter qui était déjà très cher. Là en termes de deluxification, vous pouvez potentiellement vous faire vraiment plaisir, mais également faire beaucoup moins plaisir à votre banquier potentiellement. Donc je vais pas passer en revue tous les pledges parce qu'il y en a quand même déjà beaucoup et c'est pas un jeu de société à proprement parler. Donc voilà, sachez-le. Est-ce que éventuellement add-on on peut aller choper le jeu en lui-même? Non, j'ai pas l'impression. Hein. Ok. Bon, au pire, vous cherchez Trench Crusade sur Kickstarter, ça ressortira, vous aurez un aperçu de ce à quoi ça correspond. Mais voici un petit peu les différents éléments que vous pourrez éventuellement mettre, enfin sur lesquels vous pourrez potentiellement mettre la main lors de cette campagne. Et c'est vrai que bon, les miniatures sont toujours extrêmement belles, le lore est toujours aussi développé, etc. C'est toujours assez dérangeant, mais dans le bon sens du terme, en termes de DA. Ouais, c'est plutôt très cool. Heureusement que je suis absolument pas le cœur de cible de ce genre de projet. Voilà pour donc Catacombs of the Blessed Dead dans l'univers de Trench Crusade. 350 backers, 37 000 $ dans Grand G pour l'instant.
On enchaîne tout de suite avec Hanafuda Koi Koi Large Format Edition. Bon, vous l'aurez compris avec cette petite phrase finale, Large Format Edition, ça veut bien dire ce que ça veut dire, c'est une nouvelle édition de quelque chose qui est déjà sorti par le passé, puisque Eduardo Baraf, sur Kickstarter, c'est le 22e projet, il nous a proposé pas mal de petits trucs assez intéressants, mine de rien. Récemment, le plus récent, c'était Vineyard, a winemaking game, mais il n'y a pas si longtemps, il nous a proposé encore 100 Tori, par exemple, qu'est-ce qu'il y a, Floriferous, Mole Peak, donc pas mal de projets assez intéressants. Et donc cette fois-ci, c'est au tour de Hanafuda Koi Koi qui, après une première campagne en juillet 2022, en même temps que 100 Tori, se relance sur Kickstarter, cette fois-ci avec un format avec des grosses cartes qui vont bien évidemment mettre en valeur et souligner le talent incroyable de notre très cher Vincent Dutray national, puisque vous l'aurez reconnu, hein, si vous connaissez un petit peu l'univers du jeu de société. Bon, c'est vrai que son tracé, ses couleurs, sa palette, sa technique de manière générale est vraiment très très reconnaissable. Quand j'ai checké le projet, c'était quand mardi, quand il a popé sur Kickstarter, j'avais un petit peu oublié l'existence de Hanafuda Koi Koi, mais quand j'ai vu les dessins, je me suis dit, ah bah tiens, Vincent Dutray, et c'est vrai que c'est toujours aussi magnifique. Pour l'instant, il y a 290 contributeurs sur le projet, 4150 € d'engrangés, 14 jours avant la fin de la campagne. Hanafuda Koi Koi, en réalité, enfin Hanafuda à minima, c'est un jeu traditionnel japonais qui date de fort longtemps. On estime son apparition aux alentours de longtemps avant Jésus-Christ, pour ceux qui auraient la référence éventuellement. Bon, c'est la même que j'utilise depuis quelques semaines déjà, j'ai l'impression. Pas cette phrase en particulier, mais l'œuvre de laquelle elle est originaire. Par contre, je l'ai utilisée 2-3 fois en l'espace d'un mois, je pense. Quoi qu'il en soit, c'est un jeu japonais à l'origine de gestion de main et de set collection. On va donc chercher à collectionner différents types de cartes de saison, de flore japonais. C'est toujours aussi beau. C'est vrai que là, c'est vraiment, comment dirais-je, maximiser la beauté d'un jeu qui déjà et très poétique à l'origine, qui est donc le Hanafuda. Donc voilà, une très très belle illustration. Je vais pas trop rentrer dans les détails, on est sur un jeu très traditionnel, il n'y a pas grand chose de nouveau, sauf que ça permet de mettre la main sur une version vraiment magnifique visuellement parlant, avec de belles aides de jeu très pratiques également. Non, vraiment, moi si je mettais la main dessus un de ces jours, ce serait principalement parce que c'est Vincent Dutray aux illustrations et que c'est magnifique. Et bon, ça reste un jeu très très connu au Japon. J'imagine qu'il y a de petites variantes peut-être pour en faire un projet plus personnalisé de la part de Eduardo Baraf et de sa maison d'édition, j'imagine. Mais ouais, c'est très 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 beau. Pour ce qui est des prix, on a un deck à 12 $, et sinon c'est 22 pour en prendre 2 dans une sorte de mini pledge groupé. On peut monter jusqu'à 3 copies comme ça à 30 $, donc pour avoir une petite ristourne, on va dire, à l'unité. 286 contributeurs, 14 jours avant la fin de la campagne. Un jeu qui passe un petit peu inaperçu en ce début de campagne, c'est The Calling, actuellement sur Kickstarter, 7e projet de G. Wesley Cohn, 29 contributeurs. Ça pédale un petit peu dans la smoule, pour être tout à fait honnête, je doute que ça finance. Il serait fort probable en revanche que le projet se termine par une annulation. On verra bien. 17 jours avant la fin de la campagne, 2150 € d'engrangés. Ça risque d'être un petit peu compliqué pour celui-ci. Ça se joue pour 1 à 4 joueurs, 1 à 2 heures la partie. On est dans un univers assez particulier. Ça me fait penser un petit peu à, comment ça s'appelle, Mirror's Edge, le jeu vidéo, sauf que c'est beaucoup moins joli et qu'il n'y a pas de licence dessus. On est sur un jeu où on va intervenir des sortes de coureurs de parcours un petit peu donc à la Mirror's Edge, dans un univers un petit peu urban fantasy, un petit peu rétro-futuriste, j'ai envie de dire. C'est très très amateur dans la présentation, hein. Visuellement, ça vend pas du rêve, hein. Clairement, ça met pas la tulipe à 45 degrés. Mais bon, fort heureusement, j'ai envie de dire, hein, tous les projets ne peuvent pas être directement magnifiques. Celui-là, pour le coup, fait vraiment penser parfois à un tableau Excel. C'est pas très 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 joli, ça fait très amateur, mais c'est aussi pour ça que Kickstarter existe. Bon, en tout cas, pour l'instant, il a du mal à trouver son public. Et en plus de ça, il est très très cher. Voilà, c'est ici, hein, 89 $ quand même pour un projet comme celui-ci. C'est vrai que c'est difficile à aller débourser, pour être tout à fait honnête. Voilà, 29 contributeurs, je doute qu'on fasse vraiment beaucoup mieux. Un financement me paraît un petit peu compromis pour l'instant. Celui-ci, en revanche, son bid, ou ce qui s'apparente à un bid, me semble un petit peu plus étonnant, parce que Moana Nui, eh ben, il a quand même quelques arguments à faire valoir, et en plus de ça, c'est quand même le 3e projet créé par Badgers from Mars,
qui est un tout petit éditeur certes, mais qui s'est basé sur un énorme succès d'entrée de jeu, à savoir Regicide, ce qui est écrit ici, hein. D'ailleurs il a une VF, il y a eu Regicide premier du nom, et puis Regicide Legacy, il n'y a pas si longtemps, c'était en juin 2024, Regicide c'était en 2020 pour le coup, donc il y a déjà presque plus de 5 ans, hein, plus de 5 ans déjà. C'est un jeu qui avait fait finalement un assez beau succès déjà à l'époque, mais surtout par la suite via une review dithyrambique de Shut Up and Sit Down, qui est une énorme chaîne anglaise. Ensuite, Regicide Legacy était bien plus attendu, notamment parce que justement ce jeu d'origine avait vraiment pris un beau succès sur le tard, on va dire un succès d'estime un peu sur le tard. Ce qui avait permis à Regicide Legacy de vraiment attirer une fanbase bien plus solide. On était à 3000 contributeurs quand même à la fin de campagne, c'était quand même un très très beau résultat. Et du coup c'est la même équipe qui est derrière la création de Moana Nui, et pourtant vous le voyez, 127 contributeurs seulement, 18 jours avant la fin de la campagne, on est à peu près à un quart du seuil de financement, un tout petit peu plus que ça. C'est un petit peu dommage, parce que le jeu présente plutôt bien, c'est relativement joli, on part en Polynésie, c'est pour des parties de 45 minutes environ, pour 2 à 4 joueurs, pas de mode solo, 14 ans et plus, et c'est un jeu dans lequel vous allez retrouver différents mécanismes tels que le contrôle de territoire et la pose de tuiles dans un archipel qui va venir s'élargir, s'agrandir au fur et à mesure, pas parce que le continent se crée littéralement devant vos yeux, parce que en fait c'est une sorte d'exploration en fait, hein, qui en plus coûte pas très cher, mais ça on va y revenir. Simplement vous allez avoir votre petite faction que vous allez chercher à développer, et chaque tour vous allez apposer voilà ici des tuiles de terrain en fait, hein, pour connecter les différentes îles. En fonction des territoires que vous réussirez à connecter, vous allez faire popper différents types de ressources, de la pierre, du bois, du poisson par exemple. Vous allez ensuite envoyer vos ouvriers, les membres de votre population locale on va dire, sur les différentes tuiles, les répartir un petit peu selon différents types d'actions, construire également parfois des bâtiments. On voit ici une petite hutte par exemple, on voit bien évidemment des bateaux pour se déplacer encore plus rapidement j'imagine. Donc ça a l'air d'être un jeu assez simple à prendre en main, assez accessible. Bon, c'est vrai que le matos vend pas du rêve, c'est un peu cheap pour un éditeur qui pourtant a réussi à se faire un nom sur la carte récemment depuis 4 ans, 5 ans, certes sur un seul et unique projet, mais quand même je pense qu'ils avaient les moyens de faire un petit peu mieux que ça en termes de matériel, de composants, mais c'est également ce qui leur permet de produire un jeu à donc une trentaine d'euros, c'est ça, 30 euros, 36 dollars. Donc c'est extrêmement accessible. Reste que comme tous les projets qui ont une taille moyenne et un prix très modique, la taille et le poids du projet, le poids physique pour le coup du projet, fait que les frais de port sont en fait pas très intéressants. Vous payez un jeu à 31 euros, mais les frais de port sont à 25. Donc c'est vraiment pas très intéressant de ce point de vue là, autant attendre une potentielle sortie boutique, sauf que si le projet ne rencontre pas le succès escompté, la sortie boutique elle est aussi compromise du coup. Donc Moana Nui c'est un petit peu dommage, c'est un parfait exemple de peut-être de stratégie un petit peu bancale, même si sur le papier il y a quelques bonnes idées. Voilà pour Moana Nui, 18 jours avant la fin de la campagne. On a déjà parlé à de multiples reprises de Ecologic sur le menu crowdfunding, et donc l'éditeur, qui s'appelle aussi d'ailleurs Ecologic, revient sur GameFound pour une nouvelle campagne. D'ailleurs, il me semble qu'on en avait parlé il n'y a pas si longtemps que ça en réalité, avec cette campagne ici, Ecologic Ecosystem Game. C'était quand ça? Essayons de nous remémorer un petit peu. Alors il n'y a pas la date, ça c'est un petit peu chiant sur GameFound. Sur Kickstarter c'est toujours affiché la date de fin, sur GameFound c'est pas le cas. Par contre si on a les updates, peut-être que on peut retrouver éventuellement genre le truc qui marquait la fin de la campagne par exemple. Alors on s'en fout en réalité de quand c'était, mais c'est juste par curiosité, hein. C'est pour moi, c'est uniquement pour moi. Alors, Pledge Manager, ok, on doit plus être très très loin du coup. Ok. Final Moments of the Ecologic Campaign. Donc c'était en octobre dernier. Donc ça fait pile poil un an, approximativement. Pas pile poil, mais presque un an qu'on avait parlé de Ecologic sur GameFound. Et donc c'est son retour cette fois-ci avec une extension qui vient acheter des espèces rares et des animaux nocturnes, plus également une réimpression du jeu de base. On est déjà à 350 backers, ce qui est plutôt pas mal pour un projet minime sur GameFound. On sait que sur GameFound c'est encore un petit peu compliqué de se faire un chemin pour les plus petits éditeurs, pour les plus petits projets.
Ecologic avait quand même déjà confirmé via sa campagne précédente malgré tout, donc il a un petit nom, mais c'est quand même un éditeur d'un seul jeu, on va dire. Donc ouais, c'est quand même pas si mal, 19 jours avant la fin de la campagne, et en plus, il y a des règles en français, et ça fait plaisir, on le voit ici avec le petit drapeau, avec les extensions Ecologic Europe, donc en plus ça nous parle plus, parce que là, on a, contrairement au jeu de base, des animaux qui ne proviennent pas d'un seul et même biome nord-américain, mais également maintenant l'Europe, et ça c'est cool, c'est pour 1 à 7 joueurs, pour des parties donc très très bizarres, 99 minutes, je pense qu'on va peut-être trouver des informations un peu plus intéressantes, un peu plus bas, j'ai oublié, voilà c'est ici, tiens, 90 à 120 minutes, voilà, c'est un petit peu plus parlant que ce 99 très étrange, et donc pour rappel, c'est un jeu compétitif relativement familial, hein, c'est relativement accessible, avec une vocation un petit peu éducative, avec tout ce qui est animaux, les informations qui se réfèrent justement à ces animaux, hein. Donc on peut l'utiliser notamment en classe, j'imagine, si on veut accorder un petit peu de temps à ce genre de choses-là, quand on est, je sais pas, avec des écoles primaires, ce genre de choses-là. Et donc c'est un petit jeu de stratégie, de collection également. C'est pour 1 à 7 joueurs, je disais, avec également la possibilité de jouer face à un automat. C'est jouable à partir de 10 ans et plus, mais bon, c'est une question de test, je pense qu'en réalité... c'est peut-être plus du 8 ans et plus, 10 ans et plus, ok. Voilà, c'est toujours une création de Boris Binkowski. Et bah, du coup, vous avez l'occasion de mettre la main sur le jeu d'origine. Voilà, ici, 69 €. Et pour ceux qui l'auraient déjà, éventuellement, bah, vous pouvez vous contenter de l'extension Ecologic Europe à 40 €. Donc c'est une extension assez conséquente, hein, parce que 40 $, enfin 40 €, c'est pas rien pour une extension. Et sinon, vous pouvez aussi mettre la main sur la totale, jeu de base plus extension Europe, 96 €. Voilà, je vais pas rentrer beaucoup plus que ça dans les détails. Voilà, on voit quelques éléments des cartes ici. Il y aura des chiffres et différentes couleurs, différentes catégories de cartes, avec toujours une belle illustration, et puis également un petit peu de fluff, on va dire, un petit peu d'informations, de trivia sur les plantes, sur les animaux en question, avec l'aspect de cette collection, etc. Donc ouais, c'est une thématique qui généralement marche plutôt bien, tout ce qui est aventure, enfin nature, préservation des animaux, enfin de la faune et de la flore, ce genre de choses là. Donc ouais, pourquoi pas. C'est pas le plus joli, je trouve, dans cette catégorie là, mais il a réussi à se trouver un public mine de rien. Peut-être que le jeu est bon, vous me le direz éventuellement en commentaire si vous l'avez testé. Voilà donc pour Ecologic Expansion, donc Europe Expansion, 33 000 € d'engrangés pour l'instant, 355 backers, 19 jours avant la fin de la campagne, et une VF en plus. On revient sur Kickstarter cette fois-ci pour parler d'un jeu très très méta, puisque ça va parler aux amateurs du jeu de société, hein, enfin aux amateurs, en réalité ça parlera peut-être plus aux acteurs du jeu de société, puisque Cargo vous propose de remplir justement des containers sur des bateaux de cargo, de fret, avec des cartes numérotées de 1 à 7, c'est ça. On va faire des stacks, donc des piles de cartes, et on va essayer de les placer sur un bateau container et l'envoyer à bon port en évitant qu'il ne coule sous son propre poids, mais bien évidemment on va aussi pouvoir utiliser des cartes de sabotage pour pourrir un petit peu nos adversaires avec cette petite mécanique de take that, qui se mariera donc avec la gestion de main que vous aurez bien évidemment imaginé avec ce type de jeu. Ça a l'air d'être un jeu extrêmement accessible, extrêmement simple, pas pour autant simpliste, hein, ça je ne sais pas, je ne l'ai pas essayé pour l'instant, mais ça pourrait être un bon jeu relativement simple. Reste que bon, il n'est pas très très joli pour être tout à fait honnête, hein, ça c'est le reproche qu'on pourrait lui faire, mais bon, c'est un tout petit éditeur qui se lance ici avec Cargo, 102 contributeurs, 3000 € d'engrangés. Je disais tout à l'heure qu'il se lançait parce qu'en réalité c'est marqué deuxième projet certes, mais en réalité le premier c'est une page un peu échec on va dire de Cargo, hein, qu'il a finalement décidé d'annuler pour créer celle-ci. Donc en fait c'est son premier vrai projet. Et du coup bon, 100 backers sur un tout petit peu jeu de cartes comme ça, bon c'est pas si mal en vrai, et c'est déjà financé, donc c'est pas si mal. Combien ça coûte 40 $ australiens, attention, hein, australiens, donc environ 26 € pour Cargo. Et avec un jeu avec ce titre-là, cette thématique-là, on peut espérer que les frais de port sont gratos, hein, bien évidemment, mais non, ils sont juste pas écrits. Donc ça, c'est toujours un petit peu dommage, mais bon, que voulez-vous. Voilà donc pour Cargo, 102 contributeurs, 25 jours avant la fin de la campagne.
On enchaîne avec Mana Mania, un petit jeu de 7 collections de cartes, donc encore une fois gestion de main, gestion de ressources qui va avec, il y aura tout un tas de ressources potentielles. Ça peut s'apparenter également avec un jeu de pli, puisqu'il y aura plusieurs couleurs, et pour chaque couleur numérotée de 0 à 10, si mes souvenirs sont bons, et avec des cartes multi-usages qui plus est, parce que elles ont chacune un pouvoir que vous pourrez enclencher seulement si vous êtes sur le logo qui correspond sur cette petite frise ici. Et donc vous allez chercher à emmagasiner des cartes de plus forte valeur si possible pour engranger encore plus de points, mais selon votre positionnement sur cette frise en cours de partie, vous pourrez accéder à telle ou telle compétence ou pas, et vous pourrez engranger des points uniquement pour comment dirais-je, l'icône sur laquelle vous êtes en toute fin de partie. À la fin de la partie, l'icône sur laquelle vous êtes vous permettra de scorer les cartes de cette même icône, toujours en votre possession à la fin de la partie. Donc finalement, petit jeu de cartes qui semble assez simple comme ça, de prime abord, hein, visuellement, et qui en fait pourrait être un petit peu plus thinky que ça, un petit peu plus complexe qu'il ne peut y paraître, on va dire. C'est pour 2 à 4 joueurs, 14 ans et plus, 30 à 45 minutes la partie, donc ça reste un jeu relativement accessible malgré tout, mais peut-être un peu plus complexe que je ne pouvais l'imaginer de prime abord. Voilà donc la frise avec les différentes icônes de mana que l'on va pouvoir obtenir et donc potentiellement utiliser en fonction de notre positionnement. Ça a l'air d'être relativement malin. Je vais pas aller le baquer pour autant, il est pas très joli, c'est un jeu de cartes, c'est pas forcément les trucs qui nous intéressent le plus ici, d'autant qu'il est peut-être un peu plus intéressant à un plus grand nombre, alors que nous on joue principalement à 2, il y a tout un tas de raisons qui font que j'irai pas dessus, mais ouais, peut-être qu'il y a un projet assez intéressant dessus, d'autant plus que c'est le premier projet de Dice Rotops Games, et ça explique aussi en partie leur faible exposition, et du coup ce résultat très moyen, 39 contributeurs seulement pour Mana Mania, 25 jours avant la fin de la campagne. Bon, le seuil de financement étant très faible, c'est encore faisable, mais c'est compliqué. On enchaîne avec le petit print and play de la semaine. Oh, parfois il y en a plusieurs, mais là pour le coup c'est le print and play de la semaine, et il s'intitule Towers of Evil, a Tower Defense Print and Play Game, qui est largement financé d'ailleurs, hein, bon, parce que les seuils de financement sont toujours très faibles pour le PNP. 1064 € d'engrangés pour 136 contributeurs, 25 jours avant la fin de la campagne, et il a le bon goût d'être disponible en français, et ça c'est très cool. C'est le 7e projet de Roar Games, qui nous a un petit peu habitués justement au jeu en print and play. Récemment on avait couvert sur la chaîne Mitch in the Dungeon ou encore Kai Color Kingdoms. Bref, c'est pas le premier projet que l'on voit d'eux. On avait aussi traité de Artist Slime, My Precious ça me dit quelque chose aussi, les autres par contre je m'en souviens pas. Mais bref, toujours des print and play à 5 $, et c'est encore une fois le cas pour le projet mexicain, hein, on le voit ici, donc Towers of Evil, qui est donc un jeu de Tower Defense, qui peut se jouer de 1 à 4 joueurs pour des parties d'environ 30 minutes. Tower Defense plus Roll and Write, hein. Très souvent le Roll and Write, hein, pour du print and play, c'est un peu un lieu commun de le dire, mais bon, je n'ai pas grand chose de plus à en dire. Vous allez jeter des dés, vous allez sélectionner les dés qui vous correspondent pour faire différents types d'actions, construire votre tour pour mieux vous défendre des assauts ennemis. Voilà, c'est relativement classique, mais bon, je pense que les amateurs de PNP pourraient éventuellement s'y intéresser. D'ailleurs c'est le cas déjà, hein, 136 contributeurs pour un PNP, c'est pas mal du tout. Donc éventuellement si vous avez déjà testé des jeux de Roar Games, vous me direz éventuellement ce que vous en avez pensé. 5 $, donc 25 jours avant la fin de la campagne, 1000 € d'engrangés. Le suricate n'est-il pas l'un des animaux les plus mignons de la savane, si c'est bien la savane? Réponse si. Fondamentalement, tout le monde adore les suricates, c'est absolument adorable. Et du coup, ça tombe bien, puisqu'ils sont au centre de Meerkat Kingdoms, Lead Your Meerkat Clan and Roll the Desert. Bon, la dernière partie, Roll the Desert, me semble un petit peu ambitieuse. Je vois pas trop des suricates contrôler le désert, hein. Bon, ils ont peut-être pas le pouvoir non plus. Mais bon, quoi qu'il en soit, il s'agit d'un petit jeu de contrôle de territoire qui se veut épique alors qu'on incarne des suricates, et donc de placement stratégique de vos suricates pour 2 à 4 joueurs, des parties de 45 à 60 minutes, c'est pour 12 ans et plus, et c'est le 6e projet de Envy Born Games, qui nous avait précédemment proposé une petite série de tiny games, donc des toutes petites boîtes, mais également Mind Your Business, qui n'avait pas rencontré un franc succès, et les autres, franchement, je ne m'en rappelle tout simplement pas du tout.
Donc ouais, un tout petit éditeur qui a jamais vraiment fait de score vraiment conséquent, et là pour le coup, 260 contributeurs, en vrai, c'est pas mal. Et je pense que la DA et la thématique y sont quand même pour quelque chose, parce que c'est vrai que les Suricates c'est très mignon, le jeu est très joli, il a une belle petite présence sur table, tout en restant relativement modeste, on va dire, en termes de DA c'est pas très très fouillis, mais en même temps c'est ce que permet le théâtre qu'est le désert du Sahara, c'est très orange, mais là ça se justifie assez facilement. Reste qu'on a des petits Suricates avec des meeple screen print qui font le job, c'est pas magnifique, mais ça fait le job. Bon, des petits dés très classiques également, mais voilà. Et donc, je vous l'ai dit, jeu de contrôle de territoire avec des petits suricates. Vous avez votre propre plateau individuel, vous allez pouvoir envoyer vos suricates sur différentes tuiles. Si la tuile n'est pas encore occupée, vous allez pouvoir choper des ressources, puis vous étendre sur les tuiles adjacentes si vous le souhaitez. Vous allez pouvoir aussi produire des bébés en fait simplement, hein, que vous allez devoir protéger en les mettant dans un terrier. Il faudra mettre quelqu'un comment dirais-je, en charge de la protection du terrier, on va dire. Vous pourrez bénéficier de petites actions bonus aussi dans tous les sens pour quelques petits combos bien sentis. Voilà, les pledge levels, je les ai un petit peu skippés tout à l'heure. On a un pledge de base à 40$, avec un matos tout à fait satisfaisant. Ensuite, on a un pledge Guardian à 50$, qui vient ajouter une petite extension que l'on voit ici, en fait, qui va ajouter simplement un 5e joueur, et pas grand chose de plus en fait. Ensuite, on a un pledge à 83$, qui est donc la même chose, jeu de base plus 5e joueur, ainsi que un tapis de dés par exemple, et également un insert Folded Space, donc pour une installation et un rangement un peu facilité, un petit peu accéléré on va dire, mais pas vraiment d'ajout de gameplay via ces pledges supplémentaires on va dire. Voilà donc pour ce qui est de Meerkat Kingdoms. 250 contributeurs, c'est pas si mal pour un début de campagne d'un tout petit éditeur. Je pense qu'il y a moyen d'aller chercher un petit 800, 900 d'ici la fin de la campagne, peut-être même 1000 si tout se passe bien, ce qui sera quand même un beau succès pour cet éditeur. Voilà. Dites-moi en commentaire si vous aimez les suricates. Réponse oui. De temps à autre, je parle de tables de jeu sur Kickstarter GameFound, pas toujours, parce qu'en réalité, quand elles font 50, 100 backers, bon, on s'en fout. Mais il se trouve que là, Starmark, eh ben, 500 contributeurs, c'est beaucoup pour une table de jeu, et c'est aussi parce qu'elle est relativement abordable, avec des gros guillemets, hein, les tables de jeu c'est toujours assez cher mine de rien, mais 350$ c'est pas énorme. Par contre, comme d'hab, hein, pour des gros objets comme celui-ci, pour des meubles, les frais de port sont quand même assez élevés, donc ça la rend moins accessible qu'on ne le pense de prime abord, mais dans sa catégorie, elle est quand même pas si chère que ça. Mais bon, en vrai, il n'y a pas grand chose à aller ajouter sur cette campagne, c'est juste que, effectivement, c'est une table qui se veut abordable avec différents formats. On a la table régulière, large et extra large, avec des dimensions un petit peu différentes pour tous les goûts, les moyens et les dispositions de salles de jeu, bien évidemment. C'est vrai qu'elle a l'air d'être plutôt sympa, simple mais efficace. Je pense que c'est les deux termes qui la représentent le mieux, hein, simple et efficace. Avec bien sûr, comme toutes les campagnes de table de jeu, plein de petits add-ons comme celui-ci par exemple, qui vont venir s'ajouter potentiellement, si vous le souhaitez, à votre pledge, et ainsi faire monter le prix assez substantiellement. Hein, ça c'est très clair qu'ils misent dessus, hein, comme toutes les campagnes de table de jeu, ils misent sur les add-ons qui donnent envie, hein, c'est vrai, ça donne envie d'en prendre. Mais si vous en prenez, ça fait très rapidement monter les prix. Moi, vous voyez ici les petits playmats, les tours de dés, ce genre de choses là, les petits, comment dirais-je, repose verts, on va dire, j'ai pas de mots un peu plus élégant que celui-ci pour l'instant, mais tout ça coûte rapidement cher si vous en preniez plusieurs. Même les chaises en elles ne sont pas fournies, donc si vous prenez des chaises, c'est aussi 118$ de plus pour 2 pièces, pour 2 chaises. Donc voilà, ça peut monter rapidement. Et donc les frais de port, très brièvement, pour vous montrer que c'est là aussi que ça fait mal en réalité, hein, que ce soit régulière large ou extra large, même la régulière, en vrai, si vous prenez au Canada, c'est 250$ de frais de port. C'est presque le prix de la table en vrai, hein. Pour ce qui est de la France, c'est 250 aussi, et ça va monter jusqu'à 400 si vous prenez la extra large, donc ça rend le tout beaucoup moins intéressant. Un de ces jours peut-être, c'est vrai que je pense que pour beaucoup de joueurs, moi compris, c'est un petit rêve que j'ai pas besoin de réaliser pour être honnêtement, pour être heureux. Je m'en fous un peu, mais c'est vrai que si un jour je peux avoir une table de jeu comme ça,
bah forcément c'est un petit peu classe, et ça peut-être surélève un petit peu le plaisir de jeu, je ne sais pas exactement, et c'est que ça donne un petit peu envie quoi. 500 contributeurs, 284 000 euros d'engrangés. Tiens, Zeugma, je sais que tu avais fait une vidéo sur ta table de jeu, dis-nous en commentaire si, avec le recul maintenant, hein, parce que ça fait presque un an je pense que tu avais fait cette vidéo, qu'est-ce que tu en penses aujourd'hui? Est-ce que vraiment ça mérite le coup que tu as investi dedans? Est-ce que tu en es toujours aussi satisfait? On continue avec encore un jeu de cartes, il y en a déjà pas mal cette semaine, il s'agit cette fois-ci de Am I Human, qui est un jeu assez étrange parfois, un petit peu, comment dirais-je, effrayant, je pense que c'est le mot, hein, vous le voyez avec cette couverture ici, c'est un peu flippant. 150 backers sont sur le projet, 10 000 euros d'engrangés, donc c'est financé de justesse, ça vient de financer à peine aujourd'hui, 26 jours avant la fin de la campagne, et non, il ne s'agit pas d'expériences scientifiques qui ont mal tourné, non, non, c'est juste qu'en fait on va parler de IA, parce qu'en fait, bah, vous allez devoir collecter des humains. Voilà, on est dans un monde infiltré par les personnages créés par IA générative, hein, maintenant on le connaît avec Midjourney, avec ChatGPT, etc., avec Gemini par exemple, et bah, vous en fait, bah, vous allez devoir prouver que vous êtes un vrai humain en faisant la seule chose logique dans cet univers, collecter des humains, collectionner des humains. C'est très étrange comme concept. Il y a aussi une variante avec des chats, éventuellement, si ça peut vous intéresser. C'est pour 2 à 5 joueurs, 15 à 25 minutes la partie, 14 ans et plus. Et donc, l'objectif est vraiment très très simple, prouver que vous êtes un humain. Et la seule manière de le faire, c'est de choper autant de cartes humains, justement, que possible. Vous pouvez reconnaître, parce que vous êtes humain, les cartes qui ne sont pas humaines, parce qu'elles sont visiblement dégueulasses, en fait, tout simplement. Et donc c'est de l'IA, donc non, vous prenez que les cartes humaines, voilà, simplement. Et donc en fait, vous avez des colonnes, des frises, des lignes, on va dire, et à partir de là, bon, c'est de la gestion de main, il y a des petits pouvoirs, tels que ici, Mine, Prompt, Revert, etc., pour aller pourrir un petit peu le jeu de l'adversaire, et engranger un maximum de points dans le même temps. C'est la même chose pour Am I Kitten, hein, c'est la même chose, sauf que c'est des chats, donc des chats humains ou des chats créés par IA également. Le pledge de base est à 22 euros. Bon, pour un petit jeu de cartes, c'est pas très très cher, sans être non plus tout à fait bon marché, on va dire. Même chose pour les chats. Vous pouvez prendre le duo, hein, les deux jeux, pour 39 euros. Bon, j'ai l'impression que c'est plus ou moins le même, mais en fait, non, je crois que j'avais vu quelque part quelque chose qui disait que les pouvoirs de cartes pour les humains et pour les chats sont pas exactement les mêmes, ce qui pourrait justifier éventuellement le fait de backer les deux en même temps potentiellement. D'ailleurs, il y a aussi une boîte bundle, hein, vous pouvez prendre une boîte pour les deux en fait, hein, c'est les deux en un, avec également un tapis de néoprène je crois, pour ajouter encore un peu de déluxification par-dessus. Voilà. Donc vous avez vu, c'est pas très très cher, bon, ça a son charme, c'est très étrange, mais ça a quand même un petit peu son charme, c'est assez loufoque, et les projets loufoques ont toujours un petit peu de personnalité, un petit peu d'unicité, ce qui les rend un peu plus intéressant quand même que la moyenne. Donc voilà, 150 contributeurs pour Am I Human, 26 jours avant la fin de la campagne. Dernière entrée de la semaine, Macarocoon, qui, sous des aspects de jeu extrêmement familial, dissimule un jeu plutôt initié, qui a l'air assez thinky encore une fois, qui peut être assez intéressant. Le truc c'est que je suis quand même déçu, parce que c'est le troisième projet je crois, ouais, c'est ça, de Zain Mammon, et Zain Mammon, j'avais gardé son nom en tête depuis fort longtemps, parce que j'étais réellement à ça de backer un de ses projets précédents, et quand j'ai entendu qu'il allait proposer une nouvelle campagne il y a 2-3 semaines, et que j'ai vu que c'était Macarocoon, pardon, je me suis dit, ah, c'est pas du tout l'univers que j'escomptais, que j'attendais, après l'univers proposé dans Shazen. Parce que oui, Zain Mammon, c'est le gars qui avait créé un jeu de plateau sur la politique, et ensuite Shazen Azadi, What Will Freedom Cost? Par la suite, ça remonte à 2019 et 2021, donc ça fait déjà plus de 4 ans pour le plus récent projet qu'il avait proposé à l'époque, qui avait connu un beau succès, hein, 1800 contributeurs pour un tout petit éditeur indien qui plus est, avec un jeu à la thématique très originale. Alors maintenant c'est vrai qu'on a aussi Hegemony, mais avant Hegemony il y avait déjà Shazen, qui avait beaucoup moins attiré le regard, il est vrai, mais qui avait une patte artistique assez unique, vraiment une direction artistique très particulière, très unique, qui le rendait assez distinctif. Voilà, les personnages qui sont très très particuliers quand même.
et un jeu que j'ai toujours voulu tester. Et j'étais vraiment pas très loin de le backer en réalité, et comme c'était en 2021, c'est une époque où je backais encore assez facilement, je me demande aujourd'hui pourquoi j'ai jamais backé en fait Shazon. Peut-être qu'il était trop unique visuellement, je sais pas, mais je m'étais retenu, ou alors c'était peut-être tombé sur un mois où j'avais déjà backé 2-3 projets en même temps, je ne sais pas. Quoi qu'il en soit, quand j'ai vu qu'il lançait Macaracoon, bah visuellement et thématiquement j'étais un tout petit peu déçu. Bon, pour l'instant, ceci dit, il y a quand même 406 contributeurs sur le projet, ce qui n'est pas ridicule, 26 000 euros d'engrangés, donc c'est largement financé, enfin largement, c'est financé, 26 jours avant la fin de la campagne. Et dans ce petit jeu, on vous propose de faire des gaufres en fait à différents parfums pour satisfaire vos clients. C'est pour 45 à 60 minutes la partie, c'est pour 2 à 5 joueurs, et si l'aspect visuel et la thématique peut faire penser à un jeu tout à fait familial, c'est plutôt pas loin d'être un jeu quand même initié, avec du draft, avec du set collection également. On va choisir des ingrédients, on va les ajouter sur nos assiettes, sachant que ce sont des petites tuiles transparentes, donc ça ajoute aussi ce petit aspect de superposition, puisque là par exemple vous voyez que votre gaufre est nature et vous allez y ajouter je sais pas, du beurre, du chocolat, sur de choses là par dessus pour aller personnaliser vos gaufres. Et apparemment on pourra aussi recruter du staff pour améliorer notre efficacité avec plein de petites compétences par-ci par-là. On pourra aussi stacker et dépenser du sucre pour prendre des actions supplémentaires, une sorte de boost d'énergie instantané, on va dire. Et puis il y a apparemment aussi un petit système pour gérer les commandes de nos clients qui se veut un petit peu novateur, semble-t-il. J'arrive pas à retrouver où c'était, mais ouais, il y a quelques petits trucs qui semblent pouvoir faire valoir en termes de qualité de gameplay. Je me suis pas penché beaucoup plus que ça sur le sujet parce qu'encore une fois, visuellement et thématiquement, ça m'attire pas. Mais ça confirme quand même, à minima, que Zane Mammon, il a quand même des bonnes idées, et que c'est peut-être quelqu'un sur lequel on pourrait compter dans les années à venir, même si je regrette un peu qu'il ne propose pas Shazon durant la campagne. Enfin, en réalité, il propose Shazon, sauf que c'est c'est ici, pour les USA uniquement. Donc voilà, c'est toujours un petit peu dommage. J'aurais bien aimé qu'en add-on il soit disponible pour tout le monde, parce que j'aurais peut-être mis la main dessus pour le coup. Voilà donc pour ce qui est de Macaracoon, qui coûte 67 € ou 68 $ pour le pledge qui est mis en avant ici, avec le jeu de base, et puis c'était quoi ça, l'extension Do Not Eat également. Là par contre j'ai pas cherché ce qu'elle ajoutait. Pour ceux qui s'intéressent uniquement au jeu de base, il coûte 59 $, soit 51 €. Voilà, donc ça reste relativement accessible aussi en termes de prix. 406 contributeurs, 27 000 € d'engrangés, 26 jours avant la fin de la campagne pour Macaracoon. Du coup, c'est tout pour les entrées de la semaine. On s'apprête maintenant à voir les 1, 2, 3, 4, 5 plats principaux de la semaine. Et puis ensuite, à terme aussi, le seul dessert de la semaine. Quel sera-t-il? Suspense. Allez, c'est l'heure de continuer le menu avec donc les plats principaux. Et on commence tout de suite cette catégorie avec le premier représentant, à savoir Embers, qui n'est autre que le nouveau projet de Jason Tagmeyer, de son petit nom, autrement connu comme patron quand même de Bartonshire Games, le fameux petit éditeur derrière ces petits jeux de société format, comment dirais-je, disons faux portefeuille de cuir que l'on retrouve très fréquemment désormais dans nos vertes contrées francophones sous le label Microgame de Matago. Donc vous en reconnaissez certainement quelques-uns. Bon, Casinopolis, c'est une nouvelle mouture de... comment ça s'appelait déjà? J'ai oublié ce titre. Megalopolis? Non, c'était pas ça, j'oublie. Bref, ce petit jeu que tout le monde connaît désormais. Et donc, une fois par mois quasiment, on nous pond des nouvelles campagnes pour de nouveaux jeux de Bartonshire Games. Et cette semaine, c'est donc Embers. Embers qui rentre directement dans la gamme des jeux solo. Parce que oui, vous le savez peut-être, mais l'éditeur
à beaucoup de jeux coop, de petits jeux compétitifs, mais également une gamme dédiée au solo. Et c'est donc dans cette gamme que rentre Embers, qui pour l'instant se porte plutôt bien, hein. 1612 contributeurs, près de 25 000 € d'engrangés déjà, 7 jours avant la fin de la campagne, car oui, les campagnes de Barton Shine Games sont toujours relativement courtes, et c'est encore le cas pour Embers. Embers vous propose d'incarner différents héros qui vont avoir pour objectif de maintenir un feu en vie. Maintenir le feu en vie, donc d'où le titre Embers, il me semble que ça veut dire les braises, si mes souvenirs sont bons. Mais sauf que, bien sûr, on n'est pas juste en camping sur la plage. Il y a des monstres. Il y a des monstres, et eux, ils aiment pas le feu. Ils vous aiment pas non plus, vous d'ailleurs. Hein. Ils aimeraient bien éventuellement se servir de la dernière braise du feu pour faire un petit méchoui avec vous. Mais méchoui de vous, pas en votre compagnie, si vous voulez. Et du coup, dans des parties d'environ 15 minutes, vous allez avoir pour mission de maintenir le feu en vie tout en repoussant les monstres aux alentours. Et pour ce faire, il va bien sûr falloir utiliser vos héros et leurs compétences, leur capacité à vous défendre pour éloigner les bêtes tout en récupérant du bois pour alimenter le feu. Voilà, c'est après tout, on est sur un jeu en fait de positionnement autour du feu, un peu façon rondelle on va dire. En même temps, les monstres vont attaquer de toutes parts en fonction des logos qui se présentent sur eux, vous le voyez. Hein. Et donc, c'est une sorte de gestion du timing, de gestion du risque, de la prise de risque également. Est-ce que ce tour-ci, je vais sacrifier peut-être telle ou telle partie de la roue pour pouvoir justement aller choper du feu parce que le feu est en mauvais état, pas pour aller choper du feu, non, pour aller choper du bois pour alimenter le feu qui se trouve actuellement en mauvais état, mais si je fais ça, il y a le risque qu'on se fasse attaquer, voilà, ce genre de choses là. Donc ça va être mal fois assez sympa, d'autant plus que visuellement Embers est plutôt joli, on est plutôt sur un jeu qui présente bien. Après, bon, Barton Shy Games, ils ont énormément de jeux désormais, donc il y a forcément un petit côté hit and miss, hit or miss plutôt, donc à savoir parfois des très beaux succès, des super jeux, et parfois des trucs plus anecdotiques, facilement oubliables on va dire. Donc qu'est-ce qu'il en sera pour Embers? Difficile à dire sans l'avoir testé, mais sur le papier, le jeu allait être plutôt cool, d'autant plus qu'on peut, comment dirais-je, faire évoluer nos personnages en cours de partie pour les rendre encore plus puissants, encore plus efficaces. Donc il y a aussi ça à prendre en ligne de compte, on va dire. Voilà donc pour Embers. Pour le reste, c'est le même modèle économique qu'à l'accoutumée du côté de chez Barton Shy Games, à savoir le print and play pour 3 $, ensuite un pledge à 12 $ pour la version physique avec toujours une extension gratuite. Cette fois-ci, ça s'appelle The New Guard, encore un nouveau gardien disponible. Sinon, on a aussi des petits bundles, comme on dit, à 30 $ pour découvrir un petit peu la gamme solo de Barton Shy Games, ou pour le même prix découvrir la version plutôt multijoueur avec donc Sprawlerpolis, c'est ça que je cherche, c'est pas Megalopolis, c'est Sprawlerpolis, et Skulls of Sadlec qui est un des jeux que je préfère de chez eux. Voilà, et sinon on peut aussi ajouter en add-on différents jeux sortis plus ou moins récemment de par l'éditeur, notamment Adventurers, Casinopolis, Dionysia qui était un de ceux qui me tentait le plus ces derniers mois, ou encore Lands of Amazement qui a l'air d'être très très cool, Shallow Regrets que Xavier a pris sur une récente campagne d'extension pour Deep Regrets. Voilà, le truc c'est que c'est toujours les frais de port qui rendent le tout très inintéressant pour les gens en dehors des États-Unis ou du Royaume-Uni, parce que là c'est relativement abordable. Si vous êtes au Canada ou en Europe, ça rend le fait de pledger vraiment inintéressant, d'autant plus qu'il y a des sorties en boutique maintenant grâce à Matago, donc autant attendre, à moins d'être dans une région un peu plus propice à ce genre de pledge. Voilà donc pour Embers, 1610 contributeurs 7 jours avant la fin de la campagne, projet largement financé déjà. On enchaîne sur un nom relativement connu de la scène ludique depuis sa sortie il y a de ça 1 an et demi, 2 ans je pense, et du coup c'est assez surprenamment que l'on retrouve ce jeu en version deluxe sur Kickstarter, surprenamment parce que là du coup ça fait vraiment très peu de temps que Art Society est sorti. Alors j'ai pas été fouiller la date en question, hein, vraiment avec précision, mais il me semble que Art Society c'est de 2023,
si mes souvenirs sont bons, mais le temps passe vite, donc ça se trouve c'est 2022 après tout. Mais donc ça fait un jeu qui a plutôt très bonne presse, qui a su trouver son public depuis sa sortie il y a environ 1 an et demi, 2 ans, et qui revient cette fois-ci sur Kickstarter avec une version deluxifiée. Donc c'est très tôt, mais au-delà de la deluxification, on a aussi une petite extension ici avec Friends in High Places, donc des amis haut placés. Pour l'instant, la campagne se porte plutôt bien. 100 000 € d'engrangés pour 1350 contributeurs 17 jours avant la fin de la campagne. Et ce n'est autre que la 17e campagne de Mighty Boards, un éditeur maltais assez connu, puisque on leur doit notamment des jeux comme Fate Forge ou encore Rebirth, ou encore Hamlet, qui avait fait des très beaux résultats également. C'est eux aussi, je crois, qui avaient fait oui, Vengeance Roll and Fight, effectivement, mais aussi Petrichor, voilà. Et je me demandais si c'était pas eux qui avaient fait aussi La Quête du Bonheur, mais non, c'est l'auteur qui est le directeur créatif de cet éditeur, donc de Mighty Boards, qui avait créé La Quête du Bonheur, mais sous un autre éditeur pour le coup. C'est aussi qui avait fait Vengeance d'ailleurs. Donc voilà, pas mal de jeux assez intéressants. Petrichor, je l'ai essayé qu'une seule fois, Xavier. Bon, j'en ai pas des souvenirs marquants, mais le thématique était très particulière, et en plus ça, il était visuellement très très joli. Vengeance, nous, on n'a pas testé Vengeance, mais on a testé Vengeance Roll and Fight, que j'ai revendu, mais que j'aime beaucoup, malgré tout. Un roll and ride qui vous permettait un peu d'incarner une sorte de John Wick, on va dire. Il était très cool, mais c'était pour moi plus du solo qu'autre chose. Hamlet avait l'air d'être très très cool aussi. Bref, Fate Forge qui a très très bonne presse. Il me semble qu'il est chez Don't Panic Games en français d'ailleurs. Bref, Mighty Boards qui nous a habitués à pondre des jeux assez intéressants, et bah du coup Art Society ne fait pas exception, parce que c'est un jeu qui a très bonne presse depuis sa sortie, et donc bah maintenant en version deluxifiée avec une boîte qui s'ouvre très particulièrement, ce qui lui donne encore un petit peu plus de classe, je trouve. Et puis bah qui dit deluxification dit forcément FOMO, la FOMO qui parle, parce que c'est vrai que Art Society, je le suis du coin de l'œil depuis sa sortie, parce que mine de rien, bah, justement, il me fait un petit peu du pied, mais là du coup, si vous me mettez une édition deluxe, évidemment que j'y prête un peu plus attention, certainement pour une mauvaise raison, parce que c'est un jeu qui se joue quoi, en une demi-heure, 40 minutes je crois, une demi-heure à 60 minutes, ça dépend aussi du compte de joueurs autour de la table, donc un jeu plutôt accessible, très facile à sortir parce que relativement court, sauf que maintenant je connais un petit peu le syndrome Redwood derrière moi, hein, un jeu qui se veut familial, on va dire, facile à sortir, relativement accessible. Vous mettez ça dans une big box, c'est le meilleur moyen de ne plus le sortir en réalité. Et j'ai un petit peu peur maintenant de ce syndrome Redwood. Ceci étant dit, Art Society a l'air d'être vraiment cool, et il a vraiment ses plus beaux apparats, il est vraiment très très beau. On va voir un petit peu d'ailleurs ce en quoi il a été deluxifié. Alors du coup, bah, c'est ici que ça se passe. On a donc une boîte édition limitée avec cette ouverture si particulière sur le devant. On a aussi un petit marteau de maître de, comment dirais-je, d'enchères, on va dire. Ensuite, les plateaux individuels sont maintenant double épaisseur. Ça, je pense que ça fera plaisir à beaucoup de monde. Ça évite aussi que les tuiles se barrent du plateau, etc. C'est un petit peu plus stable, on va dire. Ensuite, on a des petits marqueurs de score en métal cette fois-ci, ainsi que des marqueurs de prestige qui seront également en métal. Bon, c'est un petit peu over the top, comme on dit chez nos cousins anglophones. C'est un petit peu too much peut-être. Bon, je pense que du bon bois bien solide avec du screen print dessus aurait largement fait l'affaire. Mais bon, on parle d'un jeu qui met en avant des œuvres artistiques, donc je peux comprendre qu'on veuille deluxifier un petit peu à outrance. Et puis ensuite, bah, toutes les œuvres d'art justement qu'on va être amené à collecter et à, comment dirais-je, mettre en avant dans notre collection murale ici, parce que pour rappel, pour ceux qui ne connaîtraient pas Art Society, c'est bien ça le but du jeu, eh bien elles ont aussi droit à un traitement deluxe, puisqu'on voit du gold foil un petit peu partout, et c'est vrai que ça rend très très bien. Même chose d'ailleurs pour les petites cartes d'enchères, car oui, ça ne ressemble pas à des cartes, mais ce sont bien des cartes, et cette fois-ci, elles ont également ce côté un petit peu métallique, métallisé, gold foil, du plus bel fait. C'est vrai que c'est très très joli. Ensuite, bah, la solution de rangement façon Game Trace, donc là aussi, facilité de rangement, d'installation, accessibilité, ergonomie, bref, on a l'habitude avec Game Trace. Voilà un petit aperçu de ce à quoi ça ressemble, à tout ce matériel dans cette très jolie boîte de Art Society. Et c'est vrai que ce petit gif à lui tout seul me donne envie. Hein.
Tulip à 33 degrés 8, on va dire, approximativement. Ouais, c'est hyper classe, ça donne envie, c'est un jeu qui me tente depuis fort longtemps. Bon, ceci étant dit, hein, vous l'avez vu, je vais pas baquer pour l'instant, je me retiens, on verra. Il y a un autre projet cette semaine qui me tente bien aussi, peut-être que j'en backerai un, peut-être que je backerai les deux, peut-être que j'en backerai aucun, ça dépend de la sagesse que je saurai mettre à usage durant ces semaines à venir, de mon état psychologique sur le moment. Voilà, on essaie de se trouver des excuses ou pas. Bref, quoi qu'il en soit, je vous ai parlé d'extension en début d'intervention. C'est donc celle-ci, Friends in High Places, avec là encore une fois du matos hyper deluxe. Et donc ça vient ajouter un petit peu de gameplay alternatif, on va dire, hein, donc un peu plus de rejouabilité potentielle. On va avoir masse de cartes, des cartes de, comment dirais-je, curator, c'est conservateur de musée, plein de petits tokens de bois également, et donc dans ce jeu, d'où son titre, hein, Friends in High Places, donc des amis haut placés, et bien il va falloir séduire, on va dire, ces fameux amis haut placés de par notre collection, et puis des petites missions un petit peu différentes de ce qu'on avait l'habitude de voir dans Art Society. Il n'y avait pas de mission de ce genre là, maintenant c'est le cas avec cette extension. On va donc essayer d'attirer donc le conservateur, le socialite, je sais pas comment on pourrait traduire ça en français, ainsi que la critique d'art aussi. Donc chacun avec ses propres spécificités, ses propres desiderata, on pourrait dire. Pour ce qui est des pledge levels, pour ceux qui auraient déjà le jeu de base, vous pouvez vous contenter de l'extension Friends in High Places à 25 $. La question que je me pose, bon, j'imagine qu'elle va sortir en boutique dans une version de base, mais si vous backez l'extension Friends in High Places en l'état, vous allez recevoir une extension deluxifiée d'un jeu qui, si vous l'avez déjà, n'est pas deluxifié. Donc il y aura une sorte de manque d'homogénéité, de cohérence, qui me dérangerait un petit peu personnellement. Ensuite, l'édition deluxe de Art Society, c'est 59 $. Et si vous voulez le jeu de base plus le all-in, c'est 79 $. Donc contre 99 de valeur théorique en boutique, on va dire. Et puis après, il y a un pledge mécénat où vous pouvez ajouter votre tronche dans le jeu. Mais bon, là, ça coûte un bras, un rein et aussi 3 orteils. Voilà pour ce qui est du contenu, le how to play, je pense que le jeu est suffisamment connu, j'ai pas besoin de rentrer trop dans les détails, et au pire, il y a plein maintenant de vidéos sur YouTube pour présenter le jeu dans les moindres recoins. Voilà, maintenant pour les frais de port. Les frais de port pour le Canada, ça va de 16 à 28 € en fonction du pledge que vous allez sélectionner, bien évidemment. Pour l'Union Européenne, Belgique, France, Luxembourg, tout ça c'est dans la zone 1, donc 12 à 20 € de frais de port. Et puis pour nous, on est en Asia 2 en général. Ouais, Japon, c'est ça, Asia 2, donc 25, 45. Ouais, c'est vrai que moi, le seul pledge qui me tenterait vraiment, c'est plutôt le 45, enfin le pledge all-in, donc jeu de base plus extension. Et du coup, 45 €. Pour rappel, le pledge en question... J'ai vu du japonais? Non? Je me suis trompé. Le pledge en question, pour rappel, il est à 79. Donc on va dire 80 € et plus de la moitié de frais de port, ça picote un petit peu quand même. Donc ça me dérange un petit peu, ce qui pourrait éventuellement me préserver d'un bac intempestif, on va dire. Donc voilà, c'est à peu près tout ce que je peux vous dire concernant la version Deluxe de Art Society, qui me fait de l'œil malgré tout. Mais bon, pour l'instant, j'ai pas pledgé, je suis déjà fier de moi, mais bon, on verra ce qu'il en est dans 17 jours. On continue avec Endangered, et cette fois-ci, cette nouvelle mouture Australia. Donc on part cette fois-ci en Océanie, et plus précisément en Australie, ce pays où à peu près tous les animaux susceptibles de vouloir votre mort sont présents sur un seul et même territoire. C'est l'Australie. Bienvenue, welcome. 528 contributeurs, 25 000 € d'engrangé le projet, donc largement financé, avec un niveau de financement absolument ridicule. On parle quand même de Grand Gamers Guild. C'est un éditeur qui, certes, est suffisamment reconnu pour ne plus vraiment avoir tellement besoin de passer par Kickstarter, et ils le mettent ouvertement en avant. Je veux dire, 853 € pour un saut de financement, c'est totalement ridicule, c'est totalement risible. Ça devrait être interdit en réalité, parce que bon, là, bon, à 25 000, ils sont pas trop loin de rentrer dans leurs frais, parce que de toute façon il y a un MOQ, ce qu'on appelle un Minimum Order Quantity, donc
une quantité minimale de commandes auprès des usines. Généralement, quand vous produisez un jeu, c'est souvent, ça peut être 500, mais c'est très souvent 1000. Donc là, bon, ils vont compter un peu sur les sorties boutiques après, ils vont certainement en faire 2-3 000, peut-être 4000. On verra en fonction aussi des localisations, j'imagine. Mettre 853, c'est d'un ridicule sans nom. Bref, il reste 20 jours avant la fin de la campagne. Pour rappel, Endangered, c'est un jeu qui, donc à l'origine, a cette très jolie couverture de tigre, mais également New Species, donc une extension avec cette belle tortue, ou encore du panda, ou encore du loup américain, par exemple. Et c'est une sorte de grand canevas sur lequel on va pouvoir ajouter différents types d'animaux supplémentaires avec des scénarios différents, des conditions, des prérequis différents, mais au final l'objectif c'est toujours d'aller sauver des animaux qui sont un petit peu en voie d'extinction imminente, on va dire. Et c'est le cas avec cette fois-ci Endangered Australia avec 3 animaux, donc bien sûr les koalas, il y a leur tronche sur la boîte, c'est relativement évident, mais au-delà des koalas, on aura aussi la Cane Code, non, Cane Toad, ça c'est la menace. Non, on devra préserver la Giant Barred Frog, autrement dit cette petite grenouille pas si mignonne que ça en vrai, qui est menacée par une sorte de gros crapaud bien dégueulasse. Et puis finalement, bien sûr, la grande barrière de corail, qui n'est pas à proprement parler un animal, mais vous aurez compris, c'est la 3e espèce en voie de disparition que l'on devra protéger dans un des scénarios proposés donc dans Endangered Australia. Chacune des espèces en question donc menacées aura 18 cartes qui vont être autant d'événements qui vont impacter le cours de vos parties, parfois positivement, rarement, et beaucoup plus souvent de manière menaçante on va dire. Et donc vous devrez gérer en coopération avec les autres joueurs autour de la table ou en solo après tout, pourquoi pas, pour essayer de tout mettre en œuvre pour préserver l'espèce en question. Et d'autant plus que vous aurez chacun votre rôle, parce que oui, il y aura différents rôles avec un petit peu de pouvoir asymétrique. L'un des rôles mis en avant ici, parce que c'est le nouveau rôle présenté dans cette extension, c'est le rôle du Premier ministre. Oui, vous aurez des décisions politiques, des campagnes politiques que vous pourrez utiliser comme autant d'outils pour lutter justement pour la préservation de telle ou telle espèce. On a ensuite les pledges, on a un pledge à 10$ pour le pledge naturalist, et non pas naturiste, attention, c'est autre chose, qui vous propose Endangered Rescue, avec le diable de Tasmanie. Je ne sais pas exactement à quoi ça correspond, mais c'est vraiment pas cher pour le coup. Pour ceux qui seraient intéressés par donc Endangered Australia, c'est le pledge conservationniste à 57$. Et sinon, si vous voulez le pledge total, on va dire, hein, donc Australia plus le jeu de base, et donc cette petite extension, j'imagine, c'est 85$ pour un pledge intitulé Activist. Voilà. Du coup, j'ai cherché un petit peu et j'ai pas trouvé une info super importante. Peut-être que je suis passé un petit peu trop rapidement sur la page de campagne, mais j'ai pas vu si il s'agissait d'un standalone ou pas. Donc je sais pas si on peut jouer directement à Endangered Australia sans passer par Endangered. Vous me direz si vous avez vu l'information. Peut-être que je suis passé trop vite dessus cette semaine quand j'ai checké un peu la page de la campagne. Mais bon, je me dis qu'il y a du coup un rôle. C'est un seul nouveau rôle dans le jeu. Ce qui veut dire que si on prend seulement l'extension, il y a un rôle et c'est tout, et les autres non. Donc a priori, ça voudrait dire que c'est une extension qui a besoin du jeu de base pour qu'on puisse en profiter. Mais en vrai, c'est pas... Enfin, je crois pas que ce soit écrit ou que ce soit sur la page de campagne. Donc ça, c'est un petit peu relou. Bref, quoi qu'il en soit, pour petit rappel du gameplay, masse de cartes, on va ajouter des dés, on va dépenser les dés sur des cartes pour faire des actions qui vont nous permettre, si on les utilise bien dans un bon timing, etc., en bonne synergie avec les autres joueurs autour de la table, de sauver ou d'aller vers, en tout cas, le sauvetage de l'espèce qui est en voie de disparition, espèces qui vont aussi produire des chiards, des petits bébés, quoi, en fait, hein. Simplement, elle va se reproduire. Il y a aussi un mécanisme de destruction en cours de partie contre lequel il faudra bien évidemment lutter, genre des feux de forêt, ce genre de trucs-là. Bien sûr, un petit peu d'aléatoire là-dedans, mais il faudra aussi gérer et compter là-dessus. Voilà, je ne vais pas rentrer plus que ça dans les détails, juste le shipping très rapidement. Le shipping pour le pledge naturaliste, c'est 20$ partout. Sauf les États-Unis, c'est moins cher, c'est 5$.
Et puis si vous voulez les pledges conservationnistes ou activistes, là par contre ça va varier un tout petit peu. Par exemple pour le Japon ce serait 15 à 20, pour la France ce serait 24 à 29, pour la Belgique ce serait 28 à 33 par exemple, même chose pour la Suisse d'ailleurs. Donc ça va varier d'un pays à l'autre. Il faudra donc checker la liste. Voilà donc pour ce qui est de Endangered Australia, 528 contributeurs pour l'instant, avec donc 3 nouveaux scénarios, 2 nouveaux ambassadeurs, un nouveau rôle, donc celui du Premier ministre. Est-ce qu'il faut le jeu d'origine pour en profiter? Il n'y a malheureusement pas de FAQ non plus, donc pas plus d'infos que ça. Vous me le direz éventuellement en commentaire. Si vous avez l'occasion de tester Endangered et que vous en savez plus que moi, dites-le en commentaire. On continue avec le nouveau jeu de Docs Somnium Games, éditeur américain qui est entré un petit peu avec un bang, comme disent les Américains. Donc vraiment entré en jeu avec vraiment un gros succès, on va dire. Ils se sont fait remarquer tout de suite dès qu'ils sont arrivés sur Kickstarter avec leur premier projet qui était Botany, ici, que Xavier a chopé il n'y a pas si longtemps, qu'il a testé, qu'il a revendu avant même de le faire tester. C'est à ce point-là qu'il avait été déçu, j'ai l'impression, par Botany, qui avait 15 000 contributeurs pour un primo-éditeur sorti nulle part à l'époque. Ils avaient mis beaucoup d'argent sur du marketing. Je crois que d'ailleurs, en termes de marketing, ils étaient accompagnés par Launchboom, qui a un partenaire qui marche très très fort, qui a des propositions assez particulières aussi pour les niveaux de pledge qu'on n'avait pas l'habitude de voir à l'époque sur du Kickstarter, en tout cas pour les jeux de société, avec des niveaux de pledge un petit peu particuliers. Ça a tendance à avoir disparu assez rapidement d'ailleurs, donc on va pas passer trop de temps là-dessus. On les a revus ensuite pour La Fleur. J'aime bien prononcer les titres en français, en anglais parce que c'est des anglophones. La Fleur Extravagant Gardens in Rococo, France. Bref, et puis plus récemment Artistry, qui avec une très très belle DA façon un petit peu Musha, un petit peu art nouveau, enfin c'est très très particulier, très joli, qui avait fait un beau succès aussi, 8200. Et d'ailleurs la fleur, je vais regarder parce que j'ai une petite théorie, 6500, donc non, théorie erronée. Parce que j'avais l'impression qu'au fur et à mesure que les campagnes arrivaient, il y avait de moins en moins de backers, sauf que non, il y a eu un petit peu, enfin il y avait beaucoup moins pour la fleur, c'est remonté un petit peu avec Artistry, peut-être parce qu'il y avait une très très belle DA aussi, mais voilà, je pense que je me suis un peu, j'ai vendu la mèche moi-même, sans le vouloir, sans le faire exprès. J'ai l'impression que Docs Somnium Games a l'habitude de proposer des jeux avec un apparat vraiment efficace. Ça sent le deluxe, avec une DA souvent un petit peu unique dans l'univers du jeu de société. C'est des trucs qu'on n'a pas forcément sur l'habitude de voir. La France Rococo avec des images d'époque, le truc de Musha tout à l'heure, si un peu plus de temps en temps, mais bref. Ils ont souvent de très beaux composants, avec des jeux qui se veulent relativement simples, relativement abordables, mais derrière, alors c'est une impression, hein, j'ai jamais testé un de leurs jeux, mais j'ai l'impression qu'on a affaire à un éditeur qui propose des jeux qui visuellement sont plutôt chatoyants, sont plutôt attirants, mais qui propose des jeux plutôt médiocres. Alors pas dans le sens vraiment mauvais, mais genre dans le jeu ok game, quoi, on va dire. Des jeux qui sont sympas, mais vraiment qui cassent pas trois pattes à un ornithorynque du Texas. Ça n'existe pas, je sais, oui, vous le savez aussi, mais je l'ai dit quand même. Et donc voilà, c'est Enderment, leur nouveau projet, qui nous envoie cette fois-ci, dans l'Angleterre de Jane Austen, l'auteur de Pride and Prejudice, comment ça s'appelait en français, Orgueil et Préjugés, si mes souvenirs sont bons, que j'avais lu à l'époque quand j'étais en fac d'anglais, parce que oui, j'ai fait une fac d'anglais, si vous voulez tout savoir, j'ai fait une fac d'anglais en licence, et ensuite j'ai fait un master de FLE, donc français, langue étrangère, voilà, vous savez tout sur ma vie, ou presque. 2570 backers, 270 000 euros, on va dire, pour arrondir, d'engranger 25 jours avant la fin de la campagne. C'est plutôt un bon début. Ça veut dire que bon, à la fin de la campagne, ils vont certainement être au-dessus de 7-8 000 à mon avis, donc on va encore être sur un très très beau succès. Mais le fait est que même la présentation de la campagne me fait penser que ce que j'ai dit tout à l'heure n'était pas forcément si débile que ça, à savoir que bon, on met beaucoup en avant l'apparat, le visuel. Bon, petite information importante, on reste sur les trucs très familiaux, très accessibles, c'est pour 8 ans et plus. 1 à 4 joueurs, des parties de 40 à 70 minutes, donc encore une fois, une partie relativement ramassée, facile à sortir théoriquement.
voilà, on met en avant l'apparence. C'est beau, on met des trucs d'époque derrière pour rendre le tout encore un petit peu plus classe. Même la présentation de ces petits paragraphes de le fluff, parce que là c'est Jane Austen dans le texte, c'est présenté un petit peu avec un style d'époque, on va dire. Et ce que je m'apprête à vous dire, c'est que voilà, on met tout ça, tout cet apparat visuel très en avant, on met un petit peu le fluff en avant aussi, on va vous parler de l'époque de Jane Austen, on va vous parler de ses romans, où il y a toujours des histoires d'amour, de romance, de mariage, etc. C'est ce qui va se passer dans ce jeu-là, hein, qui prend très peu de temps pour être, comment dirais-je, pris en main. C'est un jeu qui est relativement accessible, on l'a vu, c'est du 8 ans et plus, hein, donc franchement, forcément très facile à prendre en main. Avec les illustrations de l'époque, beaucoup de photos, avec du décor derrière le jeu qui donne encore plus, comment dire, cette ambiance Jane Austen en Angleterre du 19e siècle, si mes souvenirs sont bons, mais je peux me tromper d'ailleurs. Que du visuel. On vous présente la grosse Jewelry Box Edition, donc une édition hyper deluxifiée dans une boîte de maquillage, enfin ce qui peut s'y apparenter en tout cas, avec donc de la deluxification, mais avec toujours ce style très prononcé de l'époque. Mais est-ce que vous suivez ce que je m'apprête à vous dire du coup? Est-ce que vous devinez? Petit What's in the Box, ok, on a tout ça dans la boîte, c'est joli, effectivement, le truc d'époque, le charme, etc. On a les pledges, 49$ pour le pledge de base, 85$ pour ajouter 2 extensions, c'est le modèle économique de Duke Somnium, hein. Jeu de base, 2 extensions pour un pledge bien plus cher. Ensuite, on a le fameux Jewelry Box Edition, donc la boîte hyper deluxifiée. C'est quoi ça? Sanate Devotee, je pense 329$, ça commence à faire très cher. Donc les extensions, des puzzles aussi de l'époque londonienne de Jane Austen, les extensions, etc. Est-ce que vous avez deviné ce que je m'apprête à vous dire depuis tout à l'heure ou pas? Dites-le moi en commentaire. Et ben je vais vous le dire, Pour l'instant, on est à la moitié de la page de campagne, il y a déjà beaucoup d'informations, et on sait toujours pas comment on joue à ce bousin. Il faut attendre, voilà, ici, les 2/3 de la page, on a déroulé, et enfin, le petit How to Play. Alors, c'est pas la seule campagne qui fait ça, le How to Play, c'est disposé différemment d'une campagne à l'autre, mais bon, ça me renforce dans mon impression, qui est peut-être totalement erronée, peut-être, que Duke Somnium, c'est beaucoup d'apparat, mais derrière le gameplay, bof. Et Xavier a testé Botany, j'ai pas eu l'occasion de le faire moi, mais c'est vrai qu'il n'était pas du tout convaincu, il y avait beaucoup d'aléatoires, beaucoup de chance au niveau des jets de dés, etc. Bon, du coup, ben, ça m'attire pas. À la limite, La Fleur ou Artistry, leur projet précédent, visuellement, thématiquement, ça m'intéressait pas mal. Là, pour le coup, j'avais bien aimé Orgueil et Préjugés quand je l'avais lu à la fac, mais là, le jeu, non, ça m'intéresse pas outre mesure. Et du coup, vous voyez, même moi, je vous présente même pas tellement le how to play. Bref, en gros, on va visiter différents lieux dans le Londres de l'époque, on va essayer de tomber amoureux et de faire tomber amoureux des personnages autour de nous. Et pour ce faire, il faudra participer à des fêtes, et pour participer à des fêtes, il faudra bien s'habiller, il y a un dress code particulier. Et donc, on va aussi avoir des cartes d'événements qui vont impacter le cours de votre partie. On va faire des dates avec nos crushs. Voilà. On va peut-être terminer la partie avec un wedding, avec un mariage, parce que bon, dans les œuvres de Austen, il y a toujours plus ou moins un mariage à la fin, voire même plusieurs mariages à la fin. C'est un peu le but ultime. Voilà. Les frais de port, donc au passage, on vous dit que vous pouvez aussi commander leurs précédents jeux comme Artistry. Pour le coup, Artistry, il a l'air quand même relativement sympa, donc ouais, et peut-être que je me laisse avoir par le thème et l'aspect visuel aussi. Botany m'attirait déjà pas à l'origine. La Fleur, pareil, toujours l'apparat, ouais, effectivement, ça a son style, mais ça m'attire pas outre mesure, fort heureusement. Et donc, disais-je, frais de port, ouh là là, c'est très peu lisible tout ça. Frais de port pour le Canada, ça va de 17 jusqu'à potentiellement 47 en fonction du page que vous avez sélectionné. France, 19 jusqu'à 42, Belgique, 22 jusqu'à 43, nos amis suisses, ouais, trop de zones, c'est chiant, celle de 25 à 48 j'imagine. Et puis pour nous au Japon, on est ici, zone 2, 32 à 77$ de frais de port, donc pour le nouveau projet de Duke Somnium Games, à savoir donc Endearment, 2570 backers, 25 jours avant la fin de la campagne.
Tout à l'heure, je mentionnais, quand je présentais Art Society, qu'il y avait un autre jeu qui me tentait bien cette semaine. En vrai, il y en avait deux autres. J'avais oublié un des deux. Il s'agit de celui-ci, qui est pourtant celui qui me tente peut-être le plus. Le troisième, on va en parler plus tard, me tente encore pour d'autres raisons. On en reparlera le moment venu, quoi qu'il en soit. On parle maintenant de Gilded Realms, nouvelle version, enfin nouvelle impression, on va dire plutôt. Nouvelle impression du jeu avec extension coopérative qui plus est et de la VF. Donc ça, c'est encore une raison supplémentaire de s'y intéresser parce que Gilded Realms, eh ben, j'étais un petit peu passé au travers lors de sa première campagne, alors que en regardant à nouveau le jeu dont il s'agit, eh ben, ça a l'air vachement cool en vrai, Gilded Realms. Donc j'y mettrai presque mon petit coup de cœur. Ça fait longtemps que j'en ai pas mis des coups de cœur dans le menu crowdfunding. Hein, en vrai, j'en mets peut-être une fois tous les 5, 6, 7, 8, 9, 10 crowdfunding, on va dire. C'est pas si fréquent que ça. Donc nouveau projet de Sandtime à qui on doit Gilded Realms, et c'est à peu près tout. Et à l'époque de la première campagne, eh bien Gilded Realms avait attiré plus de 1600 contributeurs, ce qui est quand même déjà un très bon résultat. Je sais pas si c'est un primo-éditeur ou c'était juste une première campagne sur GameFAQ, j'ai pas checké, j'ai pas pris le temps. Mais c'était déjà un assez bon résultat, mine de rien. D'ailleurs, j'ai pas checké en détail, mais Sandtime, du coup, ça vient d'où? C'est australien, Sandtime. Ok. Et du coup, ils reviennent cette fois-ci pour Gilded Realms avec version internationale, donc encore plus de langues. On a de l'allemand, du français, de l'espagnol, de l'italien, du polonais. Et donc, campagne de réimpression plus extension coopérative. Pour l'instant, il y a 1000 backers déjà sur le projet, quasiment, donc on va très certainement battre haut la main le score de la campagne précédente, notamment en partie parce qu'il y a des versions alternatives en termes de langue, ça peut jouer effectivement, mais aussi parce que le jeu, qui est arrivé entre les mains des backers depuis comme, pas mal de temps, a su faire ses preuves. En fait, les gens qui ont joué, qui ont backé la première campagne à l'époque, sont généralement plutôt très satisfaits de Gilded Realms. Et c'est vrai qu'il faut bien reconnaître que quand on parcourt un peu la page de campagne, ou si vous n'avez pas le temps, juste quand on check la vidéo d'entrée, d'introduction du jeu en haut de la campagne, juste page précédente, voilà ici, et ben ça présente plutôt le jeu de manière efficace, hein, très concise, mais alléchante, on va dire. Et c'est vrai que Gilded Realms, ça donne franchement envie. C'est pour 1 à 4 joueurs. On est dans un univers de fantasy, tout ce qu'il y a de plus classique, comme on peut le voir d'ailleurs sur cette très belle illustration ici. On est dans un jeu de gestion de ressources et de construction de royaumes, en fait. Et donc, tout simplement, on va avoir ce grand plateau, enfin grand, non, il est relativement petit en vrai, cette frise, on va dire, au centre de la table, et ensuite, chaque joueur va avoir son petit royaume avec une faction bien précise, hein, avec des factions avec un petit peu d'asymétrie dedans, et on a un système tout à droite de votre plateau que vous voyez ici, on va décider de quelle partie de notre royaume on a envie de développer, le château en lui-même, les champs, les défenses, ce genre de choses-là, et on va le placer tout en haut, et au fur et à mesure de la partie, il va se décaler 3, 2, 1, et ensuite, paf, il arrive ici dans le royaume, et à force de, comment dirais-je, augmenter nos royaumes d'une manière ou d'une autre, eh bien, on va ajouter des cartes, on va dire, directement sur les emplacements, et donc voir ainsi notre royaume vraiment grandir, avec de nouveaux bâtiments, avec de nouvelles installations, avec un château, etc. Bref, notre royaume aura de plus en plus de gueule, on va dire. Et au-delà de cette simple construction qu'on pourrait imaginer pacifique, parce que ça peut être le cas, on aura aussi l'occasion de se défendre face à des invasions barbares, je crois que c'est cet emplacement ici, là, qui pourront nous envahir, donc il faut protéger notre royaume, et puis pas seulement, il faut aussi le protéger éventuellement d'autres joueurs. Ce qui veut dire qu'on peut aussi, donc, au-delà de vouloir se défendre, on peut aussi vouloir se préparer à attaquer les royaumes des autres joueurs. Donc il y a aussi pas mal d'interactions en fonction des choix des joueurs autour de ça. Ça peut être une partie totalement pacifique également. Et puis on a aussi ce petit truc assez original ici, cette petite tour de guet, on va dire, ce petit donjon plutôt, qui a une sorte de molette à l'intérieur, qui va vous permettre de prendre une stance, donc une position, disons, stratégique, plutôt défensive, plutôt orientée ressources, plutôt orientée attaque, et qui donc va pouvoir maximiser certaines actions.
et en fonction des ressources que vous aurez réussi à développer, notamment via le développement de votre royaume, vous pourrez aussi accéder à ces petits, on va dire, parchemins, ces livres, qui sont encore plus de moyens de upgrader votre royaume et les capacités, l'efficacité de certaines de vos actions. Le tout pour 1 à 4 joueurs et des parties de 90 à 120 minutes. C'est à peu près la catégorie que j'aime bien, les jeux initiés plus / expert, mais relativement court, on va dire, relativement accessible en termes de durée de partie et de poids. Donc ouais, Gilded Realms, il a l'air vraiment très très bien en fait. Je me rappelais de la boîte, je me rappelais d'en avoir parlé, mais je me rappelais pas que c'était aussi intéressant que ça, et du coup ouais, je suis assez surpris de voir que Gilded Realms, bah en vrai, c'est super tentant. Voilà donc les petits manuscrits que j'ai mentionnés tout à l'heure. Quand vous réussissez à obtenir suffisamment de knowledge, donc de connaissances, de savoir, on va dire, vous pourrez choper ces petits manuscrits qui vont renforcer encore plus certaines de vos actions. Ça a l'air très 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 cool. Le Why Back Now, on s'en fout un petit peu, on va voir qu'il y a toujours des upgrades, le prix est plus intéressant pendant la campagne, machin, etc., on s'en fout. Il y a le Stretch Pay, c'est vrai que, bon, je sais que ça intéresse quand même pas mal de monde sur GameFound, à commencer par Xavier, il aime bien le Stretch Pay, moi je trouve ça toujours très dangereux de payer un pledge sur 3, 4, 5, 6 mois. Moi je préfère payer en un seul bloc. Si je ressens le besoin de payer en 5-6 fois, c'est que peut-être je devrais pas pledger en fait, parce que c'est trop cher en fait, voilà simplement. Parce qu'en fait c'est le meilleur moyen de se retrouver avec 5-6 pledges, qu'on paye 30 € par mois chacun, et au final on paye 180 $ par mois sur différents jeux, et moi je trouve ça un petit peu dangereux sur le principe, même si bien sûr, si on fait un tant soit peu attention, ça va. Alors, les pledges, j'ai volontairement passé celui-ci pour l'instant. D'abord, le jeu de base, donc Gilded Realms ici, c'est donc 138 $. Attention, c'est dollars australiens, donc c'est pas forcément hyper parlant. À titre d'information, ici, le All-in, le King's All-in, il est à 370 $ australiens et ça correspond à 209 €. Donc, c'est pas le double, mais c'est pas très loin. On va dire que ça doit être. Pour 1 €, ça va être 1,08 $ australien, quelque chose comme ça. Donc faites un petit peu la conversion pour simplifier, on va dire du x2 environ, mais voilà. Donc, Gilded Realms, le jeu de base, c'est 138, donc on va dire que c'est approximativement 60 €, un peu plus que ça, 65, 70 € pour Gilded Realms. Pour ceux qui auraient déjà le jeu de base, il y a donc l'extension Allied Stronghold qui vous permettra de jouer au jeu en coop. Et ça a l'air d'être vraiment cool du coup. C'est 55 $ australiens, soit donc on va dire 27-28 € approximativement. Ensuite, le Noble's Pledge à 290 $ australiens, donc on va dire environ 140 €, quelque chose comme ça. Là, vous avez les deux, et je pense que c'est avec une big box, quelque chose comme ça. J'ai oublié de checker celui-ci pour le coup. Gilded Realms Emperor Strong Box. Donc ça va être la totale, hein, j'imagine. On a besoin du jeu de base pour pouvoir jouer. Ok, ce pledge inclut une solution de rangement pour tous les upgrades, d'accord, donc pour toute la deluxification en réalité. Ok, c'est pour la deluxification, c'est pas pour le jeu en tant que tel, et du coup la nécessité d'avoir le jeu de base. Ok, et ça veut dire que la deluxification prend toute cette place? Ça prend plus de place que le jeu de base, la deluxification? Foutage de gueule un peu, non? Ok, il y a des acryliques, cool. Il y a les organizers. Ouais, ok, ça prend pas beaucoup de place. Les caravan miniatures, ok, des miniatures pour les caravanes, enfin ce qu'ils appellent les caravanes. Ok, les rangements pour les factions, ouais, d'accord. Ça me semble pas être si massif que ça en termes de place occupée. Est-ce que c'est vraiment aussi gros que ça? Je sais pas. Bref, 290. Et sinon, le fameux pledge mis en avant, hein, le King's All-In Pledge, avec donc la même chose, mais également des pièces de métal, mais également des sleeves, donc des protège-cartes, le tout pour donc 370 $ australiens, donc soit environ 210 € approximativement. Et donc en add-on, on peut aussi deluxifier un petit peu à la carte si on le désire. Voilà, pour le reste, j'ai déjà parlé un petit peu du gameplay, hein. On voit un petit peu plus ici la façon dont se développe votre royaume, avec donc ces très très belles illustrations. Vraiment, il est très très beau ce jeu, et ça donne encore plus envie, avec voilà vos cartes qui vont venir
s'upgrader au fur et à mesure de vos actions. Le château, la ville se développe de plus en plus. C'est vraiment très très classe. Les fameuses tuiles de connaissances qui vont développer encore plus vos actions. Les factions légèrement asymétriques les unes les autres, avec cette fameuse tourelle qui va vous permettre de renforcer telle ou telle chose. Ça a l'air d'être vraiment très très cool. Ouais, non, vraiment, il a l'air d'être très 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 bien. On voit un petit peu le détail de chacune de ces factions avec leur spécificité, avec la mécanique unique. On voit ici par exemple le Specialized Military pour Apex Spire par exemple. C'est différent de Killed Guild, où là c'est plutôt centré sur le marché, donc le commerce par exemple. Donc voilà, chaque faction a ses propres spécificités, ce qui rend le tout vraiment super intéressant aussi. Et en plus de ça, donc je l'ai dit, des invasions barbares qui sont encore en dehors de la sphère des factions que l'on voit ici. Donc non, vraiment, Gilded Realms, ça a l'air très très cool. Ouais, donc vraiment un petit coup de cœur de la semaine. Je sais pas si j'étirerai dessus, hein, vraiment, parce qu'il est vraiment cher. Je sais pas encore, franchement, je sais pas encore. Je dois étudier encore un peu plus le sujet, mais il me plaît beaucoup sur le principe. Et en plus de ça, les illustrations sont très très belles. Il a une très très belle DA de manière générale. Un solo mode, bon, je suis actuellement plus tellement un joueur de solo. J'aime toujours ça, mais j'ai pas tellement le temps ou pas tellement l'espace mental pour me lancer sur des gros solos comme ça. Mais il a l'air d'être très 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 cool. Et j'imagine que le solo c'est plus ou moins similaire à la coop. En tout cas, j'imagine. La coop que l'on voit ici. Donc c'est l'extension Allied Stronghold qui est une nouveauté de cette campagne qui nous permettra donc de jouer en coop. Et c'est un mode qui nous proposera de défendre un mur. Ça fait penser à une célèbre série qui s'est mal terminée. Et qui inclut d'ailleurs pas la série mais l'extension, une nouvelle faction, deux nouvelles factions d'ailleurs. Corvos Guild et House Villirem. Ouais, non vraiment. Les pièces de métal vont être très très classe. Ah c'est ça, donc la fameuse Emperor Strongbox. Ouais, donc ça va contenir tout ça. Ouais, ça m'étonnerait que ce soit vraiment aussi gros que l'impression que ça donne, mais ouais, j'aimerais bien voir les trois boîtes véritablement physiquement ensemble sur une photo pour faire le comparatif, parce que ça me semble vraiment beaucoup trop gros pour ce que ça semble proposer. Bref, quoi qu'il en soit, on va maintenant checker très rapidement les frais de port. Il y a beaucoup d'informations sur la campagne, on va descendre un peu plus vite manuellement. Voilà, alors le timeline très rapidement aussi. Livraison potentielle en octobre 2026, ouais, dans plus d'un an quand même. Mais ouais, pour le shipping, Europe, France, Belgique, Luxembourg, c'est 22 à 32. Voilà, on ne parle que d'un seul... ok, une seule fourchette de prix, a priori. Peut-être que ça dépend du niveau de pledge, 22 ou 32, 22A, 32, on ne sait pas exactement. Là, c'est marqué Base Game Extra Pledges, c'est pas très parlant. Ouais, si, c'est ça. Price range, c'est écrit ici en fait. Hein. Le prix le plus élevé correspond à une estimation des frais de port pour les pledges les plus chers. Donc si ça doit être ça, de 22 à 32 environ. Pour nos amis suisses, ça serait plutôt de 25 à 35. Canada, 29-39. Et j'ai peur pour le Japon, parce que c'est très très lourd. East Asia, 30-40. Mais en vrai, ça va. D'autant plus que nous, on n'a pas la TVA. En vrai, ça va. Est-ce qu'il y a des vidéos en français d'ailleurs? Je me suis pas posé la question, j'ai pas checké, j'ai pas l'impression malheureusement, un peu dommage. Il n'y a pas de review non plus en anglais, okay, enfin en français pardon. Mais vous pouvez tester sur Tabletop Simulator pour ceux que ça intéresse. Donc voilà, n'hésitez pas à aller checker un petit peu The Gilded Realms parce que ma foi, il a l'air d'être vraiment très 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 cool. D'ailleurs, à la réflexion, j'aurais peut-être dû le placer dans les desserts. Peut-être que je le ferai finalement au montage. Parce que ouais, je pense que j'en ai parlé suffisamment assez longtemps d'ailleurs, donc bon, on verra bien. 975 contributeurs, 323 000 $ australiens, donc d'engranger donc environ 150 000 €, 24 jours avant la fin de la campagne pour The Gilded Realms. Alors du coup, j'ai dit tout à l'heure sur Gilded Realms que je savais pas au final si, avec le montage, je le placerais dans les desserts, ou est-ce que je le laisserais, comme je le pensais de prime abord, dans les plats principaux. Du coup, je ne sais pas si The Game Makers sera le seul dessert de la semaine ou pas au final, mais en tout cas c'était comme ça que c'était prévu à la base, vous le saurez. The Game Makers, donc, le projet de Bézier Games, leur 24e projet, pour ceux qui ne connaissent pas éventuellement, c'est comme un éditeur assez connu, auquel on doit Maglev Maps, enfin Maglev Metro par exemple, Blueprints of Mad King Ludwig, mais également donc, le château du roi fou Ludwig, je ne sais plus comment ça s'appelle en français, Cats in the Box, mais bon ça c'était l'édition grosse boîte, de laxification, etc.
Voilà, Castles of Mad King Ludwig. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre encore? C'est un éditeur qui a quand même pas mal de jeux assez connus, hein. Sink or Swim, bien sûr. Suburbia. Qu'est-ce qu'il y avait encore? Plein de trucs avec des loups-garous. C'est à peu près tout en réalité, hein. Ouais, c'est tout. Et du coup, ce nouveau projet, ça fait partie donc des 3 projets qui m'intéressent cette semaine. On a dit Art Society, Gilded Realms, et donc maintenant The Game Makers. Et pourquoi je disais que le troisième il m'intéressait pour des raisons un peu particulières? Parce que c'est hyper méta. C'est très méta. The Game Makers, comme son nom l'indique, bah, il vous met dans la position d'un éditeur de jeux de société qui va créer des jeux, qui va produire des jeux de société dans des usines. Et du coup, le truc, c'est qu'il utilise, bah, vous le voyez derrière, hein, tout un tas de jeux qui existent véritablement. On voit ici du Galactic Cruise, on voit du Above and Below, Calico, Skyrise, on voit Architecte du Royaume de l'Ouest ou je sais plus quoi, Nemesis. Bref, tout autant de jeux que l'on aime ou que l'on aimerait essayer. On voit ici Cold Water City, on voit Feudum. Bref, On Mars, on voit beaucoup de jeux super cool qu'on pourra fabriquer nous-mêmes dans ce jeu The Game Makers. Et au-delà de cet aspect hyper méta, il y a aussi le fait que quand même Béziers, c'est quand même un semi-gage de qualité. On sait que c'est un éditeur en qui on peut avoir confiance, en tout cas on sait qu'on sera livré. Et au-delà de ça encore, c'est aussi le nouveau jeu de... Alors j'arrive pas à retrouver l'info, enfin c'est Rossett, Ben Rossett, voilà c'est écrit ici, Ben Rossett. Ça vous dit peut-être rien comme ça, mais c'est un auteur qui a su se faire remarquer ces 5-6 dernières années avec pas mal de jeux. Il y avait un truc sur lui dans la campagne, j'arrive pas à le retrouver. Plus de 300 jeux disponibles dans ce jeu. 300 jeux dans un jeu. Alors, est-ce que je vais pouvoir vous retrouver ça? Ben Rossett, c'était donc je crois le créateur de La Recherche de la planète X. Si mes souvenirs sont bons, peut-être aussi de Fromage. Je sais plus si je me mélange les pinceaux ou pas, mais il y avait un truc sur lui dans la page de campagne. Il y a beaucoup d'informations sur lui dans la campagne. Peut-être tout en bas. C'est souvent comme ça aussi. Ah, non, c'est pas ça. Vous restez avec moi, hein, je couperai pas au montage, on s'en fout. Comme ça, vous aurez un premier aperçu de la page de la campagne en plus. C'est lui, Ben Rossett, mais là, on nous dit pas exactement quels étaient ses anciens jeux. Bah écoutez, peut-être que je l'ai imaginé, je ne sais plus. Peut-être que j'ai checké sur BGG quand j'ai vu la page de la campagne et j'ai pensé que c'était la page de BGG alors qu'en fait c'était ici ou l'inverse, je ne sais plus. Bref, on s'en fout. Bref, Game Maker, je vous l'ai dit, on va créer des jeux. On va créer des jeux légendaires pour certains d'entre eux. C'est pour 1 à 6 joueurs. C'est rare de voir des jeux euro qui vont jusqu'à 6 joueurs comme ça. C'est pour des parties de 60 à 90 minutes, donc relativement facile à sortir encore en plus de ça, hein. Donc un jeu, on va dire, initié, hein, c'est pas un jeu vraiment expert, il n'est pas si long que ça, même à 6 joueurs potentiellement en tout cas. On va avoir chacun son propre plateau individuel d'usine, de fabrication de jeux, et puis sa petite ludothèque, on va dire, sur laquelle on va donc stocker nos jeux, bien évidemment, de la sorte. Voilà, ici on voit donc du Terraforming Mars, on voit du Brass, on voit du Iwali, on voit du Let's Go to Japan, du Nemesis, du Unconscious Man, ou encore Art Society, qu'on a vu tout à l'heure en campagne. Et donc, en fonction de différents critères, eh ben, ils vont vous rapporter plus ou moins de points, de bonus, etc. etc. Il y a un aspect de set collection là-dedans, de tableau building, qui a d'être vraiment très cool. Et puis, en plus de ça, ça se joue en simultané. Et ça aussi, c'est ce qui permet au jeu de rester dans une durée vraiment contenue. On parlait de 60 à 90 minutes, même à 6 joueurs. 6 joueurs en 90 minutes, c'est assez rare pour un jeu euro. Et donc, on va collecter des ressources, on va gérer nos ressources, on va construire son tableau de jeu avec du super matos. On se voit ici avec plateau double épaisseur et tout, beau petit meeple, etc. Donc non, ouais, vraiment très joli. En termes de matos, ça présente très bien. Et donc, on va fabriquer nos jeux, on va aussi agrémenter nos usines de petites upgrades de ceux-là pour les rendre encore plus efficaces, notamment sur la ligne d'assemblage de nos jeux. Et donc au final, le but ultime, ça va bien sûr être de créer ces fameux jeux que tout le monde adore. On voit ici Robinson Crusoe, Nippon, que j'ai backé et que j'attends avec impatience, Underwater Cities, qui fait partie de ces 10, 15, 20 jeux sur ma wishlist depuis fort longtemps maintenant. Bref, tout autant de jeux légendaires, hein.
C'est généralement que des jeux très très bien notés, bien évidemment. Voidfall, Calico, Dominant Species, Terraforming Mars, etc. Plus de 300 jeux, on l'a dit. Il y a des extensions pour en ajouter encore plus, des petits booster packs, on va dire. Il y a plusieurs catégories d'ailleurs, on voit ici les Award Winning Games, donc des jeux qui ont remporté des récompenses, les Holiday Games, donc plutôt centrés sur les jeux qu'on joue pendant les vacances, par exemple les jeux des vacances de Noël, les jeux de dextérité, les jeux spécialement pour les 2 joueurs, les jeux sur les thématiques nature, les jeux qui font peur, comme Cthulhu Death Medaille ou encore Deep Regrets, ce genre de choses-là, les jeux d'ambiance, il y avait Just One quelque part mais je l'ai perdu de vue, mais il y a aussi Time's Up par exemple, bref, les jeux en campagne, etc. Il y a encore plus de catégories à découvrir au fur et à mesure de la campagne. Donc c'est une des façons qu'ils ont trouvé de faire vivre un petit peu la campagne durant les semaines un petit peu plus molles. On sait que les 2-3 premiers jours, ça bourrine. Ensuite, il y a une grosse période de ventre mou, disons de 2-3 semaines. Et puis les 48 dernières heures où il y a encore un gros boost de backer. Il y aura du game trace, donc facilité d'installation, de rangement, etc. Bon, ça laisse présager aussi une assez grosse boîte, mine de rien, quand même. Ensuite, plus de 700 composants premium. Voilà, d'ailleurs, on voit que la présence sur table est quand même assez costaud. Hein. Le jeu présente très bien. Il a une très belle présence sur table. Et en vrai, je pense que si vous mettez une autre thématique dessus, alors je serais intrigué par le côté 60 à 80 minutes, même à 6 joueurs en simultané qui plus est. Ça reste un jeu euro où on va construire, upgrader, améliorer notre base, notre usine ici dans le cas échéant, créer des trucs, gérer des ressources. Donc forcément ça m'aurait parlé. Mais si c'était pas cette thématique aussi méta, je sais pas si je serais aussi intéressé que je ne le suis vraiment. Et en vrai, comment ça va vieillir aussi? Parce que dans 15 ans, quand tous les jeux que l'on voit ici seront pas passés de mode, ça veut rien dire, mais quand ils auront été peut-être dépassé ou simplement entre guillemets remplacé par plein de nouveautés, bah, du coup il perdra peut-être un petit peu de son attrait, même s'il y aura peut-être le côté nostalgique qui s'ajoutera par-dessus, je sais pas, on verra bien, peut-être qu'il y aura des booster packs avec des nouveaux jeux plus récents, je sais pas, ça peut être marrant aussi. Il y a peut-être un modèle économique là derrière. Quoi qu'il en soit, continuons un petit peu, ce sera seulement sur Kickstarter. Apparemment c'est un jeu qui n'aura pas de sortie boutique. D'ailleurs notez qu'ils ont travaillé en étroite collaboration avec Panda. Panda c'est l'une des 2-3 plus grosses usines de production de jeux de société en Chine, et c'est une des plus spécialisées dans la deluxification et aussi long pack, mais c'est dans les 2-3 meilleurs je pense. Donc c'est une des plus chères aussi d'ailleurs. Mais donc ouais, il y a même le logo de Panda qui est utilisé plusieurs fois dans des meeples, etc. Donc ouais, c'est une étroite collaboration là pour le coup. Les pledge levels, on en arrive donc au niveau de pledge. On a le Gamer Pledge ici, 149$, c'est le pledge de base. C'est déjà très cher, 150$. Bon, il y a du matos, on l'a vu, hein, il y a du très beau matos. S'ils sont en collaboration aussi évidente avec Panda, pour que le logo de Panda figure sur la boîte de jeu comme ça, sur l'avant de la boîte de jeu, c'est que Panda, c'est aussi une démonstration de force quelque part. Ils veulent montrer qu'ils font des composants deluxifiés, et du coup, ouais, forcément, le jeu a une grosse présence sur table, et ça se ressent vraiment. Hein. Donc 149$, c'est cher certes, mais bon, beaucoup de matos, de la qualité a priori. Donc ouais. Ensuite, ici, le pledge suivant, c'est... comment il s'appelle ? Ici, Completionist Pledge, le pledge du complétionniste. Xavier, nous écoutes-tu? C'est le pledge à 199$, c'est celui qu'on voit ici d'ailleurs également. Qu'est-ce que ça vient ajouter? Ça vient ajouter 3 decks de cartes supplémentaires, donc 150, un peu plus, 162 cartes supplémentaires, donc encore plus de jeux. C'est tous les jeux qui sont censés être inclus dans The Game Makers, tous ceux qui sont supposés entrer dans The Game Makers à terme. On voit ici du Downforce, on voit The Crew, on voit Codenames, Cascadia, etc., etc. Bref, il y aura tous les jeux possibles dans The Game Makers. Et puis il y aura aussi peut-être des composants un petit peu deluxifiés, j'ai l'impression aussi. Ouais, c'est un Blinked Out Component Pack, donc un pack de deluxification, avec les fameux booster packs 1, 2, 3, etc. Voilà, ça on s'en fout. Par contre, le panda en bois, on s'en fout. Le how to play, bon, j'en ai déjà parlé un tout petit peu. Je vais pas rentrer beaucoup plus dans les détails que ça, mais même en termes de gameplay, il est plutôt cool. Et aussi, ouais, ce petit truc là, très marrant, le Ultimate Tiebreaker qui m'a fait beaucoup rire. Non, j'ai pas rigolé aux éclats, j'ai souri.
parce que c'est très drôle quand même. Le tiebreaker, c'est quand vous terminez une partie d'un jeu quelconque à ex aequo, avec un ou plusieurs autres joueurs, il y a souvent des petits mécanismes, on va dire, qui vous permettent de vous départager, genre celui auquel il reste le plus d'or ou d'argent à la fin de la partie, celui qui a fait le plus de telle ou telle construction, et ce genre de choses-là. Et ben là, du coup, ils ont trouvé le tiebreaker ultime, celui autour de la table qui va l'emporter, tout simplement, c'est celui dont... celui qui possède le jeu le plus haut placé dans le classement BGG actuel. Et ce sera avec une sorte de petit QR code. Je sais plus où ça se passe, mais bref, il y a voilà, sur les cartes de scoring. Vous avez votre petite fiche de scoring que vous remplissez. Et vous avez un petit QR code qui est toujours mis à jour avec la base de données de BGG. Et du coup, en réalité augmentée, ça vous indique la plus haute position de votre ludothèque actuellement sur BGG. Donc là, par exemple, s'il y a un ex aequo, votre score pour déterminer le tiebreaker, c'est Root qui est 30e sur le top BGG. C'est très très drôle comme façon de départager des joueurs ex aequo. Voilà, on en arrive donc aux frais de port. C'est ici que ça se passe. Avec pour le Canada 44,44. Ça picote quand même, hein. Faut dire que le jeu est très très lourd, on voit la taille du matos, la boîte est très très grosse, même pour les US c'est 31$ de frais de port, pour l'Union Européenne 39,40, très cher, et puis pour nous au Japon on en est au Rest of the World, donc c'est 37,40 pour nous aussi, donc ouais, ça vous laisse présager un petit peu de la taille de la boîte, ça va être du très 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 lourd, c'est peut-être aussi une raison supplémentaire qui fait que ce projet est uniquement disponible sur Kickstarter et qui aura peut-être pas sorti en boutique. En tout cas, peut-être pas sous cette forme-là, on verra. C'est tout donc pour The Game Makers, 2600 contributeurs pour l'instant, 26 jours avant la fin de la campagne, 400 000 € d'engrangés. J'ai déjà décerné un petit coup de cœur à Gilded Realms. Peut-être qu'au montage, j'en mettrai un aussi pour The Game Makers, je ne sais pas, on verra, ça dépendra de mon humeur sur le moment. Mais si c'est pas le cas, c'est vraiment pas loin. Donc ouais, Game Makers à checker aussi, il a l'air particulièrement intéressant. C'est tout pour ce menu crowdfunding du 7 septembre 2025. On est vraiment rentré dans la saison du retour, la rentrée des classes des éditeurs sur Kickstarter. Beaucoup de projets intéressants qui arrivent d'ores et déjà en cette semaine et ça ne va plus s'arrêter jusqu'au début décembre. Donc préparez-vous, attachez vos ceintures. Et tenez votre portefeuille à proximité parce que là, on va cracher de la tunasse. Voilà. Allez. Sur ces belles paroles et ce petit coup de folie final, je vous laisse. Merci encore d'avoir regardé le menu crafting comme chaque semaine. N'hésitez pas à laisser un petit like, un petit abonnement si ce n'est pas encore déjà fait. On se retrouve très prochainement sur la chaîne des Ludovores, ne serait-ce que pour continuer notre top 50. Hein, là, c'est tous les mercredis en ce moment. Il y a encore 3 vidéos, hein, le top 30 à 20, enfin 30 à 21, 20 à 11, 10 à 1. Donc c'est très bientôt fini. Si vous n'avez pas encore checké aussi la fameuse émission des pledges de l'année dernière avec Nix qui est enfin en ligne, donc je suis très très content. Donc si vous n'avez pas encore vu, n'hésitez pas à le faire. C'était très amusant à faire, je pense que c'est très amusant à regarder aussi. Voilà, c'est à peu près tout ce que j'ai à dire, ma foi. Donc portez-vous bien, jouez bien, prenez soin de vous et de vos proches, et à la prochaine.